Bonsoir les amis, bonsoir le chat, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette première soirée, ce premier épisode de Plongée Tech Marseille. Que je vous explique un petit peu le concept de ce soir. À partir d'aujourd'hui, et ce sera une fois par mois, nous pourrons parler de plongée technique avec quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi et qui s'avère être Nicolas Sexic, le créateur de Plongée Tech Marseille. Et donc, cette petite radio, Radio Tech Marseille, va être un rendez-vous mensuel sur la tech. On va pas forcément parler de recycleurs, on va parler de plongée profonde, de mélange, de choix en matériel. Mais pour commencer cette première émission, j'avais envie de traiter de ce qui pour moi, et je l'espère pour vous aussi, fait partie des équipements les plus emblématiques de la plongée technique, à savoir justement le recycleur. Donc pendant que l'on accueille Nicolas, je vois que Nicolas a déjà quelques fans. Eh bien, accueillons Nicolas, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez envie de le voir apparaître? Le chat, je vous invite à lâcher vos plus belles invitations. Nicolas, tu es à l'écran et maintenant, on devrait t'entendre. Bonsoir à tous les amis, ravi de partager ce moment numérique avec vous. Alors, est-ce que vous entendez bien Nicolas? Il y a un petit écart. Oui, il y aura une rediffusion Hugo. Est-ce que tu nous entends bien Nicolas? Moi, je vous entends à la perfection et je suis impatient qu'on démarre et qu'on parle du sujet qui nous concerne pour ce soir. Est-ce que, en attendant, tu pourrais juste nous parler de Plongée Tech Marseille, du centre de plongée, du type de plongée que vous faites ici? Et moi, là, je vais juste relancer un logiciel. Excusez-moi, c'est vraiment la première. On va parler de recycleurs dans quelques instants. Absolument, Kevin. Donc, écoute, tu sais que déjà, je suis ravi d'avoir eu l'occasion de t'accueillir au sein de notre structure cette année dans ton projet de professionnalisation, même si tu étais déjà professionnel par ailleurs. Donc, pour parler de Plongée Tech Marseille, c'est un centre de plongée qui est un peu atypique, qui démarre désormais, je n'ai plus la mémoire des chiffres, mais on va dire sa 12e saison, je pense. Donc, ça commence à devenir un vieux centre marseillais. Et c'est un centre de plongée qui a la particularité d'être vraiment, historiquement, spécialisé dans le domaine de la plongée technique. Alors, on va englober dans le domaine de la plongée technique la plongée profonde de manière générale, qui est devenue une plongée qui a rationalisé ses pratiques pour devenir quelque chose de safe. Bien évidemment, une activité de club de plongée qui est très orientée autour de la plongée recycleur, dont on a fait une expertise. Et aujourd'hui, ça va faire pas loin donc de 12 ans que j'exerce sur la région marseillaise depuis que j'ai créé cette structure. Et on a formé pas loin de 800 plongeurs à la plongée recycleur, sur du diluant air, sur de la plongée au trimix également. Donc on fédère désormais une communauté assez vaste avec plein de plongeurs de tous horizons et qui sont très soudés autour d'une passion, celle de la plongée engagée, de la plongée qui se réfléchit, de la plongée qui demande un peu du jus de cerveau. Et on a l'occasion d'explorer une des plus belles rades, à mon avis, pour avoir eu l'occasion de tourner un peu partout en Méditerranée. On a un terrain de jeu qui est assez fabuleux et qui permet très largement d'exprimer tout le potentiel de ces belles machines que sont les recycleurs. On va commencer justement, je te laisse la parole Nicolas pour nous parler de l'arme fatale des profondeurs. Oui, alors effectivement je me suis permis d'intituler cette présentation qui est une présentation que je réalise souvent auprès des futurs baptisés en recycleurs, l'arme fatale des profondeurs, parce que pour la plupart des plongeurs, la profondeur est souvent un Graal. Mais c'est un Graal qui n'est pas toujours facilement accessible et j'appelle ça l'arme fatale dans le sens où aujourd'hui, en 2024, dans l'état de la connaissance technique, scientifique, industrielle, il n'existe pas un système de plongée autonome, de scaphandre, qui soit plus efficace, eu égard au prix, à l'encombrement et au poids que le recycleur, qui est une machine qui, grossièrement, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque, est une machine qui nous offre la possibilité de plonger aux alentours des 4 à 5 heures. Donc offre une autonomie de 4 à 5 heures, quelle que soit la profondeur, pour pouvoir accéder à des zones qui, il y a encore quelques années, étaient totalement inaccessibles à la plongée en circuit ouvert. Tu voudrais qu'on parle justement de la quantité de gaz que l'on doit utiliser pour aller en profondeur, par exemple? Voilà, donc effectivement, on va être amené à parler des problématiques de la plongée profonde qui sont nombreuses. Ensuite, on va détailler en direct et en détail le fonctionnement d'un CCR et plus précisément d'un ICCR. On va être amené à comparer un petit peu le fonctionnement de différents types de machines.
On va aussi vous présenter les grandes différences qu'il peut y avoir entre le circuit ouvert et le circuit fermé sur deux volets principaux qui sont les volets de la décompression et de la gestion de l'autonomie, ainsi que sur la gestion de la gestion électronique de la machine et de la décompression. Les images que vous voyez qui s'affichent devant vous, là on voit deux plongeurs équipés de configurations extrêmement volumineuses, extrêmement pesantes. Alors pour celle de droite, c'est une vraie image, hein, ce sont des images qui ont été volées sur YouTube, enfin sur Google. Celle de gauche, c'est un photomontage qui avait été fait pour les besoins de cette photo. Ces photos, elles illustrent quoi? Elles illustrent la grande problématique de notre discipline, c'est que pour tout plongeur, si vous voulez vous aventurer profond et longtemps, vous êtes forcé d'embarquer des grosses quantités de gaz, et des grosses quantités de gaz qui vont ensuite se distinguer en termes de composition, avec des gaz qui vont s'adapter aux différentes profondeurs et aux différents objectifs, qui seront des nitrox, des trimix, de l'oxygène, et des gaz adaptés à plusieurs situations. Ces configurations-là, il ne faut pas être plongeur chevronné pour comprendre qu'elles ne sont pas faites pour évoluer à grande vitesse, qu'elles ne sont pas faites pour se mouvoir facilement. Et donc, c'est une entrave nécessaire à l'exploration qui nécessite forcément du déplacement. Et c'est à ce titre que le recycleur est un outil qui est quand même beaucoup plus intéressant, parce que là, les quantités de gaz que vous voyez devant vous, eh bien, vous disposerez d'une quantité de gaz qui sera bien supérieure en circuit fermé, sans avoir à les transporter. Je ne sais pas si tu as vu dans le chat, ça parle justement beaucoup du prix, et c'est sûrement un point qu'on va pouvoir développer après. Mais la slide suivante nous montrait justement une estimation du coût d'une plongée en circuit ouvert. Est-ce que tu veux qu'on y passe? Absolument. Ben, écoute, je peux déjà passer dessus pendant que je commence à en parler, mais l'image qu'on va vous présenter, c'est une plongée emblématique du parc national des Calanques. À savoir, là vous voyez apparaître devant vous un tumulus d'amphores, c'est l'épave du Titanic. L'épave du Titanic, c'est une épave qui est située à 101 mètres de profondeur sous le cap Canaille, donc sous les falaises souberanes de Cassis, et qui est le Titanic qui avait été baptisé par Henri Germain Deloze, fondateur de la COMEX, la société historique de travaux sous-marins marseillaise, et qu'il avait baptisé le Titanic romain car c'était à sa connaissance et il avait largement parcouru et exploré les fonds de la Méditerranée avec l'ambition de retrouver l'épave de l'avion de Antoine de Saint-Exupéry. Et il est tombé lors de ses recherches sur cette épave, qui est ni plus ni moins qu'un énorme tumulus d'amphores de environ 3000 amphores. Et ça fait partie des plongées qu'on est amené régulièrement à pratiquer. Mais il faut vous imaginer que pour une plongée comme ça, donc à 101 mètres de profondeur, si vous deviez faire cette même plongée en circuit ouvert avec un bibouteille, de nombreux blocs de déco, vous ne pourriez pas le faire avec moins que 80 kg de matériel sur le dos et environ 500 € de gaz en comprenant les gaz trimix, les gaz nitrox, l'oxygène pur. Et je ne parle que du seul prix des gaz, et donc un prix absolument colossal pour pratiquer à aujourd'hui ce type de plongée. La même plongée pratiquée avec un recycleur, vous allez réduire la facture de gaz par 10, donc vous allez vous retrouver sur un tarif de gaz qui va être d'environ 50 €. Alors bien sûr, il faut en faire beaucoup pour amortir une machine à 10 000 €, mais évidemment que ça, pour de la pratique régulière sur la plongée profonde, c'est une solution qui est absolument incontournable. Toi, cette plongée à 100 mètres, tu l'avais fait quand? Et vous, le chat, qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre d'image? On va remettre la vidéo, parce que moi, je trouve que cette vidéo est incroyable. Là, ce sont justement les images que tu as faites lors d'une exploration. Comment est-ce que tu mets en place... Alors, peut-être que ça pourrait même faire l'objet d'un live complet, mais j'aimerais beaucoup avoir l'avis du chat. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous fait rêver ou pas? Et toi, quel avait été votre état d'esprit lorsque vous avez connu cette épave? Est-ce que ça a été dur à trouver? Alors, cette épave, elle a un côté absolument magique, parce que évidemment, dans l'éventail des épaves qu'on peut être amené à explorer, on connaît beaucoup d'épaves contemporaines, essentiellement des épaves de la Première et de la Seconde Guerre. Là, on fait un bond dans l'histoire qui n'est pas du tout le même. On fait un bond dans l'histoire de plus de 2000 ans, et donc on se retrouve face à face avec nos ancêtres grecs et latins. Et donc c'est évidemment très émouvant et extrêmement rare
d'assister à des scènes sous-marines de ce type. Et cette plongée, moi, elle me rend particulièrement fier parce que on est les tout premiers à avoir plongé dessus en scaphandre autonome. Les premiers à avoir plongé dessus avant ça, c'était le sous-marin de la Comex, les sous-marins, le Remora 2000 qui aujourd'hui est au musée de la mer de Cherbourg. Et aujourd'hui, à force de chercher, on avait réussi à trouver les coordonnées de cette épave et d'être les premiers à y plonger en chair et en os et non pas entouré d'une bulle. Et c'était évidemment un voyage dans l'histoire et un voyage dans l'aventure qui était assez dingue. Alors apparemment on a Laurent qui était, alors je sais pas si sur cette plongée aussi il a fait ce site-là. Il faisait partie de l'équipe. Absolument. Ah bah oui, du coup, Laurent Cruchaudet. Ouais, alors sur cette plongée-là, oui, il n'était pas là sur la première. La première, on était que 2, on n'a pas pris le risque de la faire à plus de plongeurs que ça, en n'étant pas sûr de trouver quelque chose. Formidable. Bon, petit aparté, mais donc ça c'est le type de plongée que l'on peut faire de façon plus rentable, en tout cas, ou plus simple, entre guillemets, parce qu'on reste sur des plongées d'exception, avec un recycleur. Et on avait discuté un petit peu en privé. Tu m'avais aussi dit que ce type de plongée-là, c'est des plongées où tu voulais rester quand même un peu plus longtemps parce que ça te demande tellement de préparation que ça vaut pas forcément le coup de faire un touch and go. Absolument. C'est vrai que la culture du touch and go, ça va bien quand on fait de la plongée à l'air, mais quand tu mets en branle une énorme organisation pour te rendre sur ces plongées-là, en général, ça t'a pris plusieurs heures pour faire les gonflages, pour ensuite accéder à une zone qui est souvent une zone de navigation qui est assez lointaine, qui demande un balisage très précis. Il n'y a pas vraiment de sens de se lancer sur ce type de plongée pour descendre, regarder et remonter. Donc tant qu'à y être, on a toute la ressource en termes de matériel pour pouvoir rester sur ces plongées-là et d'optimiser le ratio entre le temps passé au fond et le temps global passé dans l'eau pour y passer un petit moment. Et donc ça se joue effectivement à quelques minutes, mais on part toujours sur ces plongées-là dans l'esprit de passer au moins une quinzaine de minutes au fond de manière à profiter du spectacle et d'avoir le temps de se poser et de profiter de la magie de l'instant. Là, je vais retourner justement sur la slate qui parle de tous les différents blocs à utiliser. Toi, avec un recycleur, tu en as besoin donc de beaucoup moins. Quel va être plus ou moins ton setup, entre guillemets Ça, je te propose qu'on en parle après, mais pour commencer à teaser un peu tout ça, l'idée c'est que en recycleur, un recycleur est toujours équipé de 2 bouteilles qui sont respectivement une bouteille d'oxygène d'un côté, une bouteille de diluant de l'autre, et le diluant c'est celui qui permet d'accéder à la profondeur. À quelque chose près, l'idée c'est de disposer donc de ces 2 bouteilles et ensuite des bouteilles de secours. Mais les bouteilles de secours ne sont pas des bouteilles qui servent à plonger, elles servent à remonter en cas d'avarie, et donc on se déplace évidemment avec une quantité de bouteilles qui est bien plus réduite. D'accord. On va continuer maintenant sur la slide suivante où tu vas nous expliquer un petit peu la logique biologique, le fonctionnement simple de notre corps avec l'utilisation de l'O2. Bien sûr. Nous y sommes. Là, l'image que vous voyez apparaître, c'est pour ceux qui sont biologistes, et je sais qu'il y en a, c'est ce que l'on appelle l'équation cellulaire. L'équation cellulaire, c'est une façon grossière d'expliquer le fonctionnement de notre organisme et d'expliquer un petit peu le bien fondé du maintien de la vie. Qu'est-ce qui maintient la vie en fait aujourd'hui? Ce qui fait que nous avons cet élan vital en nous, c'est notre capacité à utiliser conjointement 2 éléments qui sont respectivement l'oxygène, celui qu'on va absorber par l'intermédiaire de la ventilation, et le GPL. Alors, le GPL, c'est pas celui de la station-service, ce sont les glucides, protides et lipides de l'alimentation. Et finalement, notre organisme n'est ni plus ni moins qu'une grande et belle machine à dégrader de la matière organique et qui va nous donner la possibilité d'oxyder le GPL dans le but de produire de l'énergie. Et l'énergie, c'est ni plus ni moins que l'activité cellulaire de notre corps. Et l'activité cellulaire, c'est quoi? Ça va être pour la fonction caractéristique de chacune de nos cellules vivantes, la contraction d'une cellule musculaire, la production d'électricité d'une cellule nerveuse, la production de suc gastrique d'une cellule digestive, et ainsi de suite. Si chacune de nos cellules est correctement alimentée et fait correctement son boulot, la vie est assurée. Alors, ces 2 éléments dont on a besoin pour vivre et qui sont les 2 éléments dont quasiment les êtres vivants ont besoin sont très différents l'une de l'autre, à savoir que respectivement, on peut priver un être vivant
d'alimentation, un être humain d'alimentation pendant 2-3 semaines. Elle ne sera pas d'une efficacité folle, mais elle va réussir à survivre parce qu'elle est capable de puiser dans des ressources. En revanche, on est absolument incapable de manquer d'oxygène. Les apnéistes jouent avec leur capacité à résister à ça pendant quelques minutes, mais à quelque chose près, si vous privez un être vivant d'oxygène pendant plus de 2-3 minutes, la suite de l'opération n'est pas rigolote. Donc, dans un recycleur, on est évidemment obligé de disposer d'oxygène en continu, et c'est ce qui va la condition pour que l'on puisse maintenir la vie du plongeur, quoi. Alors, dans cette équation cellulaire, on a évidemment donc ces deux éléments, l'oxygène et le GPL qui permettent de produire de l'énergie, mais il y a nécessairement une contrepartie à ça, c'est que si vous produisez de l'énergie en ayant consommé des ressources, et c'est une loi universelle immuable, par la force des choses, vous allez produire un déchet. Et le déchet, qui nous pose le plus de problèmes, c'est le CO2, et je sais que Kevin, c'est un sujet qui t'intéresse parce qu'on a été amené à en parler ensemble. On en a beaucoup parlé, pour une bonne raison aussi. Je vous l'avais dit, j'avais fait mon niveau 4 chez Plongeait Tech Marseille, et il faut savoir que, vous le savez sûrement, moi je viens du cursus récréatif, et dans le cursus récréatif, globalement, je plonge sur du 15-20 mètres, de temps en temps 25 mètres, et je dépasse rarement les 30-35, c'est très très rare. Et donc du coup, moi dans mon petit monde des plongées à 20 mètres, j'avais toujours vu l'essoufflement comme quelque chose de problématique, évidemment, qui devait être traité, mais qui ne représentait pas un danger et un enjeu majeur. Et c'est vraiment chez toi, Nicolas, et j'avais été formé par Julien, avec qui tu travailles régulièrement, Julien Plouchard, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur les dangers de l'essoufflement et sur la mécanique de l'essoufflement qui se met en place. D'ailleurs, est-ce que dans le chat, vous savez quel est l'effet du CO2 sur notre corps, et peut-être développer, sans aller trop loin, le problème que peut être l'essoufflement pour nous les plongeurs, que ce soit en circuit ouvert ou en circuit fermé. Je voudrais juste avoir la réponse du chat. Est-ce que vous savez quel est l'effet du CO2 ? Alors, si tu me permets, Kevin, je vais même un peu reformuler ta question, parce qu'en fait, tu as raison. Les effets du CO2, ils sont parfois connus, mais moi j'ai envie de vous poser la question un peu différemment, c'est est-ce que vous seriez en mesure de nous dire pourquoi est-ce que le CO2 est un gaz qui est indispensable à notre survie ? On le connaît toujours comme un gaz déchet, un gaz délétère, un gaz qui pose problème, mais en réalité, le CO2 est un gaz qui est absolument essentiel à notre survie, qui joue un rôle physiologique majeur, et qui est absolument inconnu, qui est plutôt pas inconnu, mais plutôt méconnu de la plupart des plongeurs. Et c'est dommage, parce que la connaissance de ce mécanisme physiologique serait absolument déterminant dans la prévention d'un certain nombre d'incidents. Ouais, j'attends la réponse du chat, mais c'est un sujet moi, que je trouve vraiment fascinant, parce que je ne pensais pas que c'était, après au niveau de la plongée, que c'était aussi problématique. Mais pourtant, alors effectivement, il y a quelques réponses qui viennent. Alors, il y a quelques-uns qui ont été déjà. Vas-y. On va directement en parler, parce que ce qui est intéressant, c'est la réponse. Le CO2 joue un rôle physiologique majeur, parce que tout être humain réussit à survivre grâce à une respiration autonome, ou végétative, ou réflexe, on appelle ça comme on veut, qui permet systématiquement et de manière continue d'assurer la survie de l'individu. Pour respirer de manière autonome, on n'a absolument pas besoin de réfléchir à notre respiration. C'est quelque chose qui se fait de manière absolument autonome. Et souvent, les plongeurs pensent que le CO2 est le gaz sur le critère duquel la ventilation autonome et régulée. Alors c'est partiellement vrai, effectivement, on n'a pas besoin de réfléchir à la ventilation, et c'est la stimulation par le CO2 de l'organisme qui va permettre de faire la respiration réflexe, végétative, mais en réalité on a un léger défaut de conception en tant qu'être humain, c'est que de manière autonome, l'organisme ne sait pas respirer, il ne sait en réalité que inspirer. Et l'inspiration n'est qu'une des deux phases une des deux phases du cycle respiratoire. La respiration, c'est l'inspiration et l'expiration, et de manière totalement autonome, on ne sait que inspirer, et l'expiration n'est en réalité qu'un relâchement musculaire entre deux contractions inspiratoires réflexes. Et donc, à ce titre, ça nous amène à bien prendre en compte le fait que dans
dans la respiration, on peut parfaitement distinguer la respiration autonome de la respiration consciente. Mais quand on est dans la respiration consciente, on peut prendre le contrôle sur la qualité de l'expiration, ce qui n'est pas capable dans la respiration autonome. Donc, en 2 mots, si on devait résumer tout ça, il ne faut jamais oublier que si vous vous retrouvez en situation d'essoufflement, votre corps vous donne l'impression que vous manquez de gaz, mais en réalité, ce que vous devez faire, vous devez renouveler le gaz, et à ce titre, vous devez vous forcer à expirer quand votre corps vous impose d'inspirer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très contre-intuitif. C'est un effet qui va avoir d'autant plus d'importance avec les recycleurs, mais ça, on va en parler plus tard. Peut-être qu'on pourrait développer maintenant sur, basiquement, qu'est-ce que c'est qu'un recycleur? Et je vais aller sur l'image d'après. Je voudrais juste qu'on prenne peut-être une petite seconde pour voir s'il y a des questions sur ces points-là. Et ensuite, on va vous parler justement... le CCR, qu'est-ce que c'est? Et j'ai les yeux rivés sur le chat, mais je ne vois pas de questions particulières, mis à part ça, Spianis qui nous dit que c'est hyper intéressant. Donc, merci à toi. Et j'en profite à nouveau, maintenant que je suis un petit peu plus serein, que le fichier a pu être ouvert, pour te remercier, parce que c'est pour moi un vrai plaisir, et presque un soulagement aussi de te laisser porter le poids du fait de dire des bêtises sur des trucs très spécifiques. Parce que moi, j'essaie toujours de prendre beaucoup de pincettes. Je sais qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas. Et je suis ravi de pouvoir, avec vous, en live et une fois par mois maintenant, ouvrir des thématiques de tech où moi aussi, je vais apprendre des choses et c'est vraiment génial. Et Nicolas, streamer pro, il va prendre la contrôle de la chaîne Argonautes Plongée. Peut-être, on ne sait pas. J'en profite aussi pour vous dire que le replay sera diffusé sur la chaîne YouTube de Plongée Tech Marseille et sur le site internet de Plongée Tech Marseille qui s'accompagnera d'un petit article. Donc en plus de pouvoir avoir le replay, si vous allez sur le site internet, vous pourrez avoir des liens vers encore plus d'informations et peut-être les petits points qui ont pu ne pas être abordés ou des choses plus synthétiques. D'ailleurs, si un des modérateurs voulait bien partager, et je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Nicolas Plongée Tech Marseille sur YouTube, allez faire un saut et ils vont partager ça. Parfait, nos modérateurs partagent ça. J'avais une question tout à l'heure, c'était une question de Rekwan. Lorsque nous parlions de la plongée sur le Titanic, il se demandait si les gaz de secours dans ce genre de situation étaient mutualisés. Alors moi je ne pense pas, mais je préfère te donner la réponse sur ça très rapidement et ensuite on enchaîne sur ce qu'est le recyclage. Oui. Alors, sur ce genre de plongée, il y a plusieurs stratégies possibles, mais la mutualisation est une démarche qui est tout à fait envisageable quand il s'agit des gaz de remontée, mais jamais du gaz fond de secours. On ne mutualise jamais le gaz fond, mais dans certaines circonstances, pour des plongeurs qui se connaissent très bien, qui sont très efficaces, très organisés, on peut parfaitement envisager d'avoir certains gaz de remontée qui sont mutualisés, et ça permet juste de répondre à une seule avarie. On peut partir du principe que sur ce genre de plongée, la probabilité que 2 problèmes se déclarent en même temps peut être mince, donc ça c'est un choix personnel à faire. Et juste un autre point, je voudrais prendre la peine, c'est aussi ça le plaisir des lives, c'est de pouvoir répondre à des questions de certains. Sous la surface, je vais essayer de répondre et Nicolas va peut-être affiner ma réponse, mais c'est aussi un petit peu... Alors, je te propose qu'on n'y réponde pas tout de suite, mais parce que la réponse va venir un petit peu plus tard. D'accord, tu as vu donc la question de sous la surface. Oui. Et bien sous la surface, ta réponse va arriver un petit peu plus tard. Tu te fais teaser, tu peux plus partir, t'es bloqué. Et tous ceux qui voulaient connaître la réponse, on en reparle un petit peu plus tard. Justement, le CCR, qu'est-ce que c'est, Nicolas ? Alors le recycleur, qu'est-ce que c'est ? Le recycleur, c'est un scaphandre autonome qui permet de plonger beaucoup plus longtemps sous l'eau. Et le concept même du recycleur, ce n'est ni plus ni moins qu'un vulgaire sac en plastique. Il faut vous imaginer, si vous prenez un sac en plastique et que vous le collez contre la bouche, quand vous inspirez, le volume qui est compris à l'intérieur du sac va passer dans vos poumons. Quand vous allez expirer de vos poumons, le gaz va repasser vers le sac. Et que vous respiriez rapidement, doucement, de n'importe quelle façon, vous pouvez être sûr que entre vous et le sac, il ne va plus y avoir la moindre variation de volume, et c'est ce qui va expliquer que pour la suite vous n'aurez plus accès à ce très cher poumon ballast qui vous est si utile sous l'eau. Par ailleurs, on sait qu'il ne faut pas respirer sur un sac en plastique, ça fait partie des conseils qu'on donne aux jeunes parents, c'est de ne pas laisser un sac plastique à proximité des gamins. Pourquoi ? Parce que si vous respirez sur un sac en plastique, vous avez 2 phénomènes qui vont se croiser. Progressivement, vous allez
appauvrir la fraction d'oxygène de ce sac, et donc vous allez vous retrouver progressivement hypoxique et anoxique. Et si vous restez au-delà, c'est les pissenlits par la racine. Et par ailleurs, vous allez récupérer et respirer tout le CO2 dont on a parlé préalablement, qui allait être un stimulateur de la ventilation et qui allait exciter et accélérer le rythme cardiaque et le rythme ventilatoire, et vous allez vous intoxiquer. Donc un recycleur, qu'est-ce que c'est ? C'est un sac en plastique qui a été considérablement amélioré pour pouvoir le vendre dans les 10 000 balles, et sur lequel vous avez un dispositif qui va fixer le CO2 produit, c'est ni plus ni moins que de la chaux sodée. La chaux sodée, c'est un calcaire calciné. D'ailleurs, historiquement, dans l'histoire de l'humanité, les premières chaux sodées qu'on a découvertes dans les environnements latins étaient ni plus ni moins que des coquilles d'huîtres concassées qui avaient été passées au four. Et donc c'est comme ça qu'on a produit les premières chaux qui étaient initialement plutôt utilisées non pas pour le recycleur mais pour la construction. Et par ailleurs, on a un dispositif qui va permettre d'analyser quelle est la quantité d'oxygène présente à l'intérieur de la machine. Et dès qu'on va passer en dessous d'une valeur cible, on n'a ni plus ni moins qu'une électrovanne asservie qui va injecter de l'oxygène pour maintenir une quantité d'oxygène qui est constante à l'intérieur du circuit respiratoire. Cette invention, le recycleur, est une invention qui est très ancienne parce que le concept même et les premiers dessins, les premières modélisations, elles ont été faites à la Renaissance par un scientifique italien qui s'appelait Giovanni Borelli. Et donc c'est une invention qui est bien antérieure à celle du détendeur à 2 étages qu'on connaît, qui est une invention d'après-guerre. J'ai d'ailleurs été dévasté lorsque tu m'as dit ça hier soir, d'apprendre que en fait, non, c'était pas les Français qui avaient inventé tout. Et non, c'est tragique. Absolument. C'est tragique. Mais on est d'accord que là, cette image, elle est un petit peu accrocheuse. Il y a un petit peu plus de choses qu'un sac pour faire baisser le stress. Donc, on va y venir après. Alors, globalement, je viens de vous parler du recycleur comme étant un vulgaire sac en plastique. En réalité, c'est pas un vulgaire sac en plastique. Ce sont des sacs en plastique, souvent, la plupart du temps, qui sont reliés entre eux par des tuyaux pour les rendre plus ergonomiques et pour former, une fois qu'ils sont tous assemblés ensemble, un circuit. Et on désigne ce circuit par le terme de boucle respiratoire. Cette boucle respiratoire, c'est un système qui est entraîné, qui est animé, dont la circulation est animée par l'effort ventilatoire, qui va permettre de faire circuler le gaz et qui va transiter donc à travers, on les voit de manière latérale, des faux poumons, donc de part et d'autre du recycleur, qui vont être ni plus ni moins que des vases d'expansion dans lesquels on va expirer le gaz qui va être la contrepartie de nos propres poumons. Et sur le circuit, ce gaz va croiser tout en bas une cartouche, donc une cartouche de chaux qui va avoir pour fonction d'épurer le gaz du CO2 qui a été produit. Et ensuite, sur le circuit, on va également avoir la possibilité d'ajouter des gaz. On va voir pourquoi après, et d'assurer une analyse de la fraction d'oxygène, donc de la pression partielle d'oxygène à l'intérieur de la machine. Alors, est-ce que tu as vu dans le chat, il y a quelques petites questions que je trouve intéressantes. Est-ce que l'air respiré est chaude dû à la chaux sodée ? Absolument. La réaction chimique qui va capter le CO2 est une réaction chimique dite exotherme, donc qui produit de la chaleur, et c'est une réaction chimique qui va transformer l'état du gaz. Le CO2 est un gaz gazeux, et au contact de la chaux, il va se transformer en solide en devenant un bicarbonate, et dans la réaction chimique, la chaux va produire une chaleur qui va avoisiner à quelque chose près les 50 degrés à la sortie du canister, donc qui va participer ensuite sur la ventilation du plongeur à respirer un gaz qui va être nettement supérieur à la température d'un détendeur traditionnel, parce qu'il faut savoir que sur un détendeur traditionnel, avec l'effet de détente, à la sortie du premier étage, on a un gaz qui avoisine les moins 80 degrés, et à la sortie du deuxième étage, on a nécessairement, même en plein été, un gaz à température négative, donc il va participer à nous refroidir de l'intérieur. En recycleur, on va respirer à contrario un gaz qui va être à une température qui va être au moins à la température du milieu, parce que tout ce circuit respiratoire que vous voyez devant vous est baigné dans l'eau, donc il va être refroidi ou réchauffé par la température du milieu et légèrement réchauffé par la température, par la réaction exotherme de la chaux. C'est très clair. Dites-nous si vous avez pas compris, mais en tout cas j'ai très bien compris. Il y a quelques questions, mais je pense qu'on va y arriver ensuite sur justement le fait de devoir se contrôler grâce au gilet ou à l'étanche, parce qu'on n'a plus le poumon ballast. Et effectivement, Mathis, pour te répondre, pour la limite de la durée de la plongée, c'est plus la chaux ou le volume
du diluant O2 qui diminue trop. Sachant qu'une cartouche de chaud peut nous faire entre 4 et 5 heures, je crois, Nicolas. Absolument. Alors ça c'est une question qui me plaît beaucoup parce qu'en fait la vraie autonomie du recycleur, alors elle a été mise à l'épreuve par certains plongeurs très expérimentés, notamment dans le domaine de la souterraine, qui poussent leur recycleur quasiment à leur retranchement, mais pour une pratique plus occasionnelle, enfin plus raisonnable de la plongée recycleur, un recycleur a une autonomie alors réglementaire aux alentours des 3 heures et puis théorique plutôt aux alentours des 5-6 heures. L'autonomie, elle va être évidemment définie par la quantité de gaz qu'on va emporter à l'intérieur de la machine, mais à quelque chose près, avec des bouteilles de 3 heures, on a environ 8 heures d'autonomie, et c'est effectivement la chaux qui va être le facteur limitant et qui risque de commencer à défaillir au bout de 5 heures. Mais je ne peux pas m'empêcher de répondre à cette question en vous rappelant pour les plus anciens d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vieille pub qui était passée à la télé pour les préservatifs Durex. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec le recycleur ? Il y avait cette vieille pub où on voyait dans une usine du fabricant de préservatifs une capote posée sur un banc d'essai qui s'agitait à toute vitesse, et qui réalisait des mouvements à pleine vitesse, et avec en légende sous l'image un texte marqué « Ce préservatif peut faire 1 200 000 mouvements, qui craquera le premier ?» Et bien, le recycleur, c'est un peu la même chose, c'est que avec ces 5 heures d'autonomie, vous pouvez vous accrocher, mais il y a de fortes chances que vous ayez froid avant, faim avant, mais la machine a une autonomie qui est quand même globalement nécessairement plus importante que la nôtre. Ah, tu m'as un peu piégé sur cette analogie, mais je comprends très bien l'idée qu'il y a derrière. Bon, il y a quelques rires. Oui, ça va. Et donc c'est justement la slide d'après. Exactement. On n'est plus sur le manomètre pour regarder qu'est-ce qui nous reste comme gaz. Là, on va être concentré sur d'autres facteurs, si je comprends bien. Exactement. L'idée, c'est que ce qui va obséder le plongeur circuit ouvert, c'est le manomètre, qui est ni plus ni moins que la jauge de carburant qu'on a dans un véhicule, qui nous permet de juger de notre capacité à continuer la route en voiture. Et le plongeur circuit ouvert a cette culture du manomètre, et donc il a toujours les yeux rivés sur son manomètre pour être certain qu'il ne risque pas la panne sèche, parce que ça, c'est vraiment le danger absolu du plongeur. En recycleur, c'est complètement différent, et tu peux passer à l'image d'après pour que je puisse l'illustrer. C'est qu'on a, alors je ne sais pas si vous êtes en mesure de correctement visualiser ce tableau qui illustre quoi ? Qui illustre la différence entre la consommation en circuit ouvert, en open circuit, donc OC sur votre gauche, et en circuit fermé sur votre droite. Si je vous dis, en regardant la partie gauche du tableau, que plus on va profond, plus on consomme, je vous apprends rien. C'est la conséquence de la loi de Mariotte, la loi de Boyle-Mariotte. Proportionnellement à l'augmentation de la pression absolue, la consommation instantanée reportée minute va augmenter de manière proportionnelle avec l'augmentation de la pression absolue. Donc ça, c'est ce que l'on connaît depuis les débuts de la plongée. Donc si vous prenez un plongeur moyen qui, en surface, a 0 bar de pression absolue, à 1 bar de pression absolue à la surface à 0 mètre, consomme du 20 litres par minute, par la force des choses, si vous le descendez à 40 mètres de profondeur, vous augmentez la pression absolue à 5 bars. Donc vous consommez quoi ? Vous consommez 5 fois le plus, donc 100 litres par minute. Ce qui va amener sur une bouteille de 15 litres à peu près à 7 bars minutes. Donc le temps plongé au fond va être extrêmement réduit. Si je passe sur le tableau de droite, je compare la consommation à cette profondeur-là. Il faut revenir à ce que je vous expliquais juste avant sur la notion de sac en plastique. Si je prends un sac en plastique, que je colle contre la bouche et que je respire confortablement en surface, lors de ma respiration, le volume qui est dans le sac va passer dans mes poumons. Quand je vais expirer, le volume va repasser dans le sac. Mais à la seconde où je vais descendre en profondeur, Kevin, qu'est-ce qui va lui arriver à ce sac ? Ce sac, en théorie, toi, tu vas devoir injecter de l'air. Ça, c'est ma réaction. Mais quel est le comportement de ce sac si je descends en profondeur ? Eh bien, ce sac va subir la pression, et donc l'air à l'intérieur du sac va commencer à se comprimer. Donc le sac, il va réduire de volume. Effectivement, sous l'effet de la pression, le volume du sac va se réduire.
la densité du gaz à l'intérieur va augmenter et on va, de manière très pratique, on va ressentir une difficulté à respirer parce qu'il n'y a pas suffisamment de gaz disponible à l'intérieur de ce sac. Et donc effectivement, en termes de réaction, on va être obligé d'injecter à l'intérieur de ce même sac un gaz qui va permettre de restituer le volume que l'on avait initialement dans le circuit respiratoire, mais à la nouvelle pression. Et ce gaz que l'on va injecter à l'intérieur du circuit, c'est ce que l'on appelle le gaz diluant, qui en l'occurrence pour la plongée, pour les débuts du plongeur recycleur, c'est ni plus ni moins que de l'air. Et ce qui devient très intéressant, c'est que si on reprend là la mise en surbrillance que tu faisais dans le tableau, si on comparait la consommation entre le circuit ouvert et le circuit fermé, là où en circuit ouvert, un plongeur va consommer du 100 litres d'air par minute, en recycleur, si on devait faire une cote mal taillée, le plongeur va consommer du 100 litres d'air par plongée. Et là, le gap devient colossal. Ce que tu veux dire, oui. Le gaz devient colossal. Le gap devient colossal parce que, en réalité, on ne va consommer de gaz diluant que pendant la stricte phase de descente, c'est-à-dire le moment où le sac s'écrase et on a besoin de lui conserver un volume constant. Et donc, on va injecter à l'intérieur de ce sac du gaz, de l'air, en l'occurrence quand on est sur du diluant en air, pour conserver le volume initial, mais à la nouvelle pression. Et on a besoin de le faire qu'une seule fois. Et donc, c'est ce qui explique qu'à quelque chose près, pour une plongée de 3 heures, d'une plongée à 40 mètres de profondeur, on va avoir besoin de peut-être 20 ou 30 bars d'air sur une bouteille de 3 litres pour faire le volume respirable au fond, qui ensuite va faire ni plus ni moins que des allers-retours entre moi et le sac. Et je dispose de ce sac en réserve qui me permet de respirer. Et donc, on ne consomme de diluant que pendant la descente. C'est un point très important. Je voudrais qu'on prenne quelques secondes. Je m'assurer que tout le monde est bien compris dans le chat, parce que ça fait toute la différence. Tu ne rajoutes que durant la descente, et après tu vas compenser à minima, ça on va sûrement en parler un petit peu plus tard, mais l'O2 que tu as métabolisé, mais on n'est pas obligé, on ne perd pas des litres et des litres de gaz. Mais prenons quelques secondes, et pendant qu'on prend quelques secondes, le chat, dites-moi si vous comprenez bien. Et je voudrais juste rebondir sur une question qui avait été posée avant concernant les canistères. Est-ce que le fait d'avoir 2 canistères ne joue pas sur la durée? Une question de Fabien. Peut-être qu'on le verra plus tard, quand tu parleras de différents modèles. Oui, on ne sera pas forcément amené à en parler. La question du double canistère fait référence au recycleur Revo. Le recycleur Revo dispose d'un double canistère à la fois, et c'est vrai, mais plutôt un peu à minima pour avoir une autonomie un peu supérieure, parce qu'on a une quantité de chaux, et c'est la quantité, le poids de chaux embarqué qui effectivement fait l'autonomie. Et dans un canistère Revo, on dispose au total de 2,750 kg de chaux. Mais cette chaux, ces cartouches de chaux, elles ont été scindées en 2. Donc on a 2 fois un 365 ans. Donc, mais ça ne permet pas de faire beaucoup plus que les autres recycleurs. Un petit peu plus, c'est vrai, mais pas beaucoup plus. En revanche, ça permet de faire des économies de chaux parce que chaque opération de changement de chaux se limite à changer de la chaux totalement usée et de ne jamais se débarrasser et gaspiller la marge de sécurité de la cartouche de chaux des recycleurs conventionnels. Et on a une autre question, si ça te dérange pas, et si on est toujours dans le contexte de Mathis. Donc, pour savoir combien de diluant emporter, ça dépend de la profondeur max de la plongée. Est-ce que la... Alors, ça n'est pour ainsi dire jamais un problème. La plupart des recycleurs, surtout quand on veut s'aventurer sur des plongées dans la zone des 100 mètres, un recycleur qui dispose d'une bouteille de 3 litres permet largement de se rendre à cette profondeur et vous allez finir la plongée avec 100 bars résiduels dans la bouteille. Donc c'est jamais vraiment le souci. Ouais, moi je le vois quand on les gonfle, c'est des toutes petites bouteilles et elles se gonflent très vite parce que vous en consommez finalement assez peu. Absolument. Il y a aussi une question sur quel est le meilleur recycleur. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un live complet. Mais à cette question, je vais plutôt essayer. Je vais répéter la réponse que tu m'as donnée, parce qu'évidemment moi aussi je l'ai posée. C'est plus quelle fiche technique te correspond à tes besoins. Il n'y a pas de recycleur parfait, il y a le recycleur qui est adapté à un usage. Et en la matière, alors il peut y avoir effectivement des affinités. Moi je suis pas un grand fan de l'approche dogmatique du
recycleur c'est le meilleur parce que c'est le mien, et après il y a même un peu des communautés en la matière. En réalité, des recycleurs, il y en a plein, il y en a quelques-uns qui sont un peu qui ont pu vieillir et qui deviennent obsolètes, mais pour autant tous les recycleurs fonctionnent quasiment de la même façon. Et il n'y a pas de grosses différences, si ce n'est des différences cosmétiques et des différences d'ergonomie, mais ils fonctionnent tous de la même façon. Par contre, ils peuvent avoir des spécificités qui les rendent plus propices à l'usage pour certaines pratiques, que ce soit la souterraine, que ce soit la plongée profonde en mer, et ainsi de suite. Ok. Alors là, par contre, Simon, on va commencer à aller vraiment trop dans leur sujet si on commence à parler de double recycleur. Pareil, Renaud, je suis pas sûr qu'on puisse aussi commencer à discuter d'hélium, à voir On fera peut-être un live dédié à la thématique. au double recycleur. Ouais. Alors le double recycleur, on peut éventuellement en dire un petit mot rapide. Hein. Le double recycleur, c'est une technique qui a été beaucoup utilisée par les spéléos depuis un petit moment et qui commence effectivement un peu à se généraliser chez les plongeurs tech les plus profonds. En fait, c'est pour s'affranchir de la problématique de transport des bail-out. C'est-à-dire que le recycleur est absolument indissociable du bail-out. Le bail-out, c'est quoi? Ce sont les bouteilles de secours qu'on va transporter avec soi dans l'hypothèse où il y aurait un dysfonctionnement de la machine pour disposer d'une ressource en circuit ouvert. Et pour les plongeurs les plus chevronnés et ceux qui ont les objectifs de plongée les plus profonds, eh bien, on peut se passer de ces bouteilles en emportant un deuxième recycleur qui aurait la caractéristique de pouvoir être transporté facilement, et souvent ce sont des recycleurs latéraux. On a beaucoup de questions. Alors, je te propose, Kevin, qu'on poursuive et qu'on laisse peut-être aussi certaines de ces questions pour la suite. D'accord. Parce que là, on a parlé de consommation de gaz, et je suis obligé de vous parler aussi un petit peu si tu reviens un tout petit peu en arrière, de la question de la consommation de l'oxygène, parce que je vous ai dit qu'on ne consommait de diluant que pendant la phase de descente. Et en réalité, la consommation d'oxygène, elle se fait de manière un peu différente. La consommation d'oxygène, elle est quasiment constante pendant toute la plongée, et elle va se faire au gré de la consommation métabolique. Il y a quelque chose près, comme en plongée, on va toujours avoir une activité physique qui va être modérée. Si on devait comparer à une voiture, on est toujours sur un ralenti plus quand on est en plongée, on ne fait pas d'efforts inconsidérés. On va être sur une consommation d'oxygène qui est quasiment constante pendant toute la plongée et qui va être légèrement supérieure en fin de plongée quand on va chercher à optimiser la décompression, mais on va être sur un format de consommation qui est relativement constant pendant toute la plongée. Là, je nous ouvre sur la slate avec Shearwater, peut-être? Oui, absolument. Alors ça c'est intéressant parce que pour ceux qui n'ont jamais plongé en recycleur, le premier contact quand on a avec un recycleur, c'est souvent d'abord l'embout qu'on a en bouche qui est différent, sur lequel il y a 2 tuyaux, et ensuite l'ordinateur. Et sur un ordinateur de recycleur, on voit apparaître des informations nouvelles, qui sont des informations qu'on ne voit pas en circuit ouvert. À savoir que là, on a les traditionnelles informations de profondeur et de temps, mais là, vous voyez apparaître en plein milieu de l'écran 3 valeurs, donc là, 1,30, 1,32, 1,31. Et ça, c'est quoi? C'est l'obsession du plongeur recycleur. Et cette obsession, c'est le suivi de la pression partielle d'oxygène à l'intérieur de la machine, et donc le plongeur se retrouve toujours en situation de monitorer, de surveiller la pression partielle d'oxygène respirée pendant la plongée. Alors vous savez qu'à l'air libre, on respire une fraction d'oxygène qui est de 0,2. 0,21 pour être plus précis. La réglementation nous impose pour les plongeurs nitrox de ne jamais dépasser 1,6, et nous en recycleur on va choisir de réguler presque tout le temps pendant la plongée une pression partielle d'oxygène de 1,3 qui va être la valeur qui va nous permettre à la fois de rester longtemps et également de pouvoir optimiser notre saturation et notre désaturation sous l'eau. En quelque sorte, je me permets de reformuler pour un petit plongeur nitrox comme moi. Plonger en recycleur, c'est comme si on plongeait avec le mélange parfait tout le temps. Alors effectivement, c'est exactement ça. En fait, le recycleur, sans mauvais jeu de mots, c'est ni plus ni moins qu'une usine à gaz. C'est une usine à gaz à mélanger 2 gaz, qui sont les deux bouteilles qu'on a dans le dos, donc respectivement le diluant et l'oxygène, et la machine va avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'exactitude, fabriquer constamment
est vraiment couramment pendant notre évolution le nitrox le plus adapté à la profondeur courante. C'est-à-dire que, dit autrement, pour ceux qui ont déjà pratiqué le nitrox, voire le nitrox confirmé, le recycleur est une machine à fabriquer des nitrox, donc le nitrox 21, 22, 23, 24, et à nous mettre en bouche systématiquement le meilleur nitrox à la profondeur en cours, sans avoir besoin de le sélectionner et sans avoir besoin de le transporter. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? On va continuer. Il y a juste une question de François qui est peut-être un petit peu hors sujet, mais il a entendu dire que est-ce que les recycleurs sont homologués au-delà de 100 mètres ou est-ce qu'il y a une norme spéciale pour les profondeurs de recycleurs? Alors effectivement, les recycleurs, pour pouvoir être commercialisés, doivent répondre à des normes, et la norme précise un certain nombre d'éléments de performance qui doivent être évalués à 40 mètres et à 100 mètres de profondeur. Donc tous les recycleurs disposant d'une certification CE, d'une norme CE, par la force des choses, sont homologués à 100 mètres. Donc là, justement, on va pouvoir regarder la slate sur la désaturation optimisée, où tu compares un petit peu avec les open circuits. Moi, j'ai une question un peu candide. Excuse-moi de te prendre en traître. Mais pourquoi 1.3 et pourquoi pas 1.4 ou 1.5 ou 1.6 du coup? Alors 1.6, je suppose que on ne veut pas se rapprocher trop de la toxicité et de nos limites, mais pourquoi 1.3? Alors écoute, je vais y répondre dans quelques secondes. D'accord. Avant ça, il faut quand même que je compare le fonctionnement du circuit ouvert et du circuit fermé, parce que c'est déterminant pour comprendre pourquoi est-ce que le recycleur est beaucoup plus intéressant. C'est que quand on respire sur un système, un scaphandre en circuit ouvert, on respire un gaz avec une fraction d'oxygène, un pourcentage d'oxygène qui est défini avant la plongée. Et d'ailleurs, elle peut être analysée. Quand on augmente la profondeur d'évolution, la fraction d'oxygène et donc la fraction de gaz neutre, la fraction d'azote, va augmenter proportionnellement avec l'augmentation de la profondeur. Pour rappel d'ailleurs, la somme des pressions partielles est toujours égale à la pression absolue. C'est la loi de Dalton, je crois. Les lois de Dalton, absolument. Et donc, par la force des choses, au plus on va profond en circuit ouvert, et on va se retrouver contraint de respirer une fraction de gaz neutre qui va augmenter. En recycleur, on va plus du tout réfléchir de la même façon. On va partir du principe que on va respirer la dose d'oxygène la plus élevée possible dans la limite de notre tolérance physiologique à l'oxygène pour avoir, par la force des choses, la fraction de gaz neutre la plus faible. Donc c'est un jeu de résistance avec l'oxygène, et si on est capable, l'idéal, si on devait se projeter peut-être dans l'avenir de la plongée, c'est que si demain on trouvait un médicament magique qui nous permettait d'avoir une résistance absolue à l'oxygène, on plongerait à l'oxygène pur à toutes les profondeurs et on n'aurait plus de palier de décompression. Alors je ne sais pas si peut-être un jour ça sera possible, je ne sais pas. Mais pour le moment, comme on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé la solution de respirer le mélange le plus oxygéné possible et donc le moins azoté, ou le gaz avec le moins de gaz neutre possible, qui serait les gaz responsables du phénomène de la saturation. Alors, et donc ça m'amène à répondre à ta question, pourquoi 1.3? Parce que tous les recycleurs du marché sont en général normés pour disposer d'une autonomie de 3 heures. Selon des critères très précis, selon une fréquence de ventilation très précise, avec des quantités de CO2 très précises. Pour donner quelques informations, la norme impose de faire une respiration de 40 litres par minute, donc bien au-delà de ce que l'on fait normalement, à une température de 4 degrés, et avec une production de CO2 qui est à peu près 2 fois supérieure à la normale, et avec une tolérance 2 fois supérieure à celle de notre organisme. Donc on a tout doublé. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut faire 6 heures avec un recycleur, mais tous les recycleurs sont en général normés pour 3 heures. Et il fallait trouver la fraction d'oxygène qui nous permettait de passer 3 heures sous l'eau. Et la fraction qui permet de le faire, il faut se référer aux tables de la NOAA, qui est l'administration américaine, et qui indique que l'on peut rester exposé pendant 3 heures, donc 180 minutes à la PPO2 de 1.3 avant de rencontrer le début du risque théorique hyperoxique, donc le début du risque de l'effet Polbert, qui est dans les ordinateurs toujours représenté par l'acronyme CNS. Donc pourquoi 1.3? Pour pouvoir rester 3 heures tout simplement. C'est une excellente réponse, je te remercie.
Et je pense que je suis pas le seul à m'être posé la question dans le chat. S'il vous plaît, les amis, aidez-moi à ne pas me sentir trop seul. Rappelez-vous que je suis en train d'être étudiant pour devenir professionnel. Donc, tu t'en sors très très bien. Bon. Alors, ensuite, on a une question, de Ellie, mais je pense qu'on va y répondre plus tard, qui est une bonne question, mais une question assez simple. Si c'est si bien, pourquoi ne plonge-t-on pas tous en recycleur? Quels sont les inconvénients? Je pense qu'on verra ça un peu plus à la fin. Si tu vas On peut en parler. dire un mot, on peut Mhm. quand même en dire un mot parce que je pense que, évidemment, que le recycleur, c'est la machine. J'ai appelé ça l'arme fatale des profondeurs. Tous les plongeurs n'ont pas forcément envie d'aller en profondeur ou de plonger longtemps. Et la mise en œuvre d'un recycleur, c'est un système qui nécessite, par la force des choses, un peu de préparation, d'abord de l'entraînement, un matériel qui est onéreux, qui nécessite plus de soins dans la préparation, dans le montage, dans la vérification. Pour faire de la petite plongée, pour faire de la plongée plus raisonnable, on peut parfaitement se passer de ça. On n'est pas obligé de mettre en œuvre un système aussi complexe. Donc, il faut que le recycleur soit une machine qui soit adaptée à un usage. Et si on en a l'usage, bien évidemment qu'il faut le faire. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les plongeurs qui ont des objectifs très ambitieux et qui n'ont pas forcément la ressource pour pouvoir disposer d'un recycleur et qui trouvent toutes les solutions pour pouvoir le faire. Et bravo, et il y en a quelques-uns qui sont là ce soir et ils se reconnaîtront et je les salue à ce titre. Mais évidemment que si ça permet de répondre à un besoin, il faut évidemment le faire. Bah, tu as en partie. Moi, par exemple, pour vous donner une idée à mon humble niveau, ce qui me fascine avec les recycleurs, c'est plus d'un point de vue vidéo, c'est de me dire que je pourrais aller à 30 mètres et y rester autant de temps que je voudrais presque pour pouvoir faire telle ou telle vidéo de tel ou tel élément de macro. Parce que même quand je plonge en nitrox, mine de rien, à 30 mètres, j'ai un temps assez limité. Donc moi, c'est ce qui m'attire. Après, évidemment, peut-être qu'un jour, je pourrais te suivre sur le Titanic, mais on a tous après des envies par rapport à notre pratique de la plongée. Mais c'est parfaitement ce qui illustre le tableau qu'on voit derrière nous, hein, c'est que pour ceux qui se souviennent des valeurs de la courbe de sécurité, vous savez qu'à l'air, à 20 mètres de profondeur, on peut rester 40 minutes sans avoir de palier de décompression obligatoire. En recycleur, à 20 mètres de profondeur, on y reste aussi longtemps qu'on veut, il n'y a pas de palier. Voilà, si vous voulez rester 3 heures, 4 heures à 20 mètres de profondeur, vous pouvez, et vous n'avez pas de palier. Et évidemment, ça permet de réimaginer la pratique. Pensez à Retour vers le futur, là où on va, on n'a pas besoin de route. Là où on va, on n'a pas besoin de palier. Voilà, classe. C'est un peu ça. On va continuer du coup sur le fameux poumon ballast qui a soulevé tant de questions au début du live. Et ça effectivement, c'est un peu le bas qui blesse au début quand on se lance dans la plongée en recycleur, parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, c'est qu'au début, il faut accepter de se retrouver, de quitter sa zone de confort pour se retrouver dans une très grosse zone d'inconfort au début. Parce que quand pendant des années, vous avez développé vos compétences de plongeur et que vous développez une maîtrise de la flottabilité assez fine et à travers notamment l'utilisation du poumon ballast, et bien là, quand on est en recycleur, il n'y a plus de poumon ballast. Pourquoi ? On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est l'histoire de ce sac qui va servir de vase d'expansion entre l'inspiration et l'expiration. Que vous respiriez, que vous inspiriez, que vous expiriez, le gaz passe dans un sac et donc entre vous et la machine, il n'y a plus de variation de volume. Et j'aimerais attirer votre attention sur une valeur qui est assez troublante. C'est que pour la plupart des plongeurs là, qui sont en train de nous écouter ce soir, qui sont des plongeurs expérimentés, un plongeur expérimenté, si vous le mettez à 30 mètres de profondeur et que vous me prêtez à une petite expérience de physique, 30 mètres de profondeur, gilet correctement réglé, étanche parfaitement réglé. Si vous lui interdisez de toucher à son gilet, à son étanche, vous pourriez le faire remonter de 10 mètres ou descendre de 10 mètres. Et donc, parcourir une amplitude de profondeur de 20 mètres, le plongeur confirmé serait capable de compenser sa variation de volume par un poumon ballast efficace. Donc ça veut dire que le plongeur circuit ouvert, il a une tolérance dans l'eau qui est comprise entre 10 et 20 mètres. Le plongeur recycleur, quand il maîtrise son art, quand il maîtrise le réglage de ses volumes, il a réglé son étanche
il a réglé sa boucle respiratoire, il a réglé sa wing, il est parfaitement stabilisé dans une fourchette de profondeur de plus ou moins 10 cm. Et donc là, c'est le grand choc, parce que quand vous avez 10 mètres d'un côté, 10 cm de l'autre, ça va être une pratique qui va nécessiter beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, beaucoup de vigilance, et qui va vous amener à avoir une pratique de la gestion de la flottabilité qui sera résolument différente. D'ailleurs, ça pourrait même faire l'objet d'un live complet parce que, au cas où vous ne le seriez pas, on a commencé à filmer sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé à filmer avec une caméra à 360 degrés et on a commencé à utiliser ça avec Nicolas justement pour de la pédagogie où on filme certains entraînements. Peut-être qu'on pourra vous montrer. J'ai notamment une séquence où tu montres avec une bouteille que si tu mets la bonne quantité de gaz à l'intérieur de cette bouteille en verre, elle va être capable de léviter et c'est ce que l'on essaye de trouver avec le recycleur. Et là, les images que vous voyez en arrière-plan, c'est moi lors de mon propre baptême en recycleur où je découvrais cette sensation de voir... on est beaucoup plus dans la... Comment dire ? On doit prévoir nos mouvements. Lorsque comment on a pris l'habitude d'utiliser le pont en ballast, le fait d'être avec le recycleur en faisant un baptême, ça change nos perceptions. Mais moi personnellement, j'ai adoré et on en parlera d'ailleurs à la fin. Donc ça, ce sont des images justement de mon petit baptême que j'avais fait chez toi il y a maintenant 3 ans. Le temps passe vite, hein. Ouais, quand on s'amuse toujours. Et on s'était bien amusé. Alors, ensuite, est-ce que vous avez des questions par rapport à la gestion justement de cette flottabilité ? Ou alors, attends, question un peu bête. J'imagine qu'il faut justement, c'est pas du tout une question bête, Mathis. Est-ce qu'il faut une stab spéciale pour les recycleurs ? Est-ce que c'est du tout compris par le fabricant ? Là, ça nous amène même sur le marché du recycleur. Ouais, alors ça répond par la même occasion à la question de Charlie. Les recycleurs sont équipés, en général, on n'appelle pas ça une stab, on appelle ça une wing. La wing, c'est ni plus ni moins qu'une vessie et qui est systématiquement associée au recycleur et qui est compris dans le package du scaphandre. C'est ni plus ni moins, effectivement, ça remplit la même fonction que la stab. C'est un volume d'ajustement qui est en général, qui est toujours dorsal et qui permet d'affiner sa flottabilité. Donc... Alors c'est d'ailleurs souvent assez perturbant parce qu'on va être amené à en parler après, mais à l'occasion d'une découverte du recycleur, d'un baptême recycleur comme nous on les pratique, vous allez comme chez McDo, vous venez comme vous êtes et vous avez besoin de pas grand chose et le matériel nécessaire pour venir faire une initiation recycleur, un baptême recycleur, c'est quoi ? C'est sa combinaison, son masque et ses palmes, parce que sur le recycleur on a le système respiratoire, on a le système de stabilisation, on a le système d'alimentation en gaz, donc tout est intégré et vous avez juste besoin de votre scaphandre tout simplement. Moi j'étais venu avec ma combinaison trop fine d'eau chaude, c'était toujours une excellente idée. Et moi j'avais adoré, et ça justement cette unité là c'est une inspiration je crois. Absolument, ouais, tout à fait. Alors on va en parler maintenant justement des différents modèles de recycleurs, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur la stabilisation. On peut parfaitement démarrer sur le marché des recycleurs. Alors aujourd'hui le recycleur a particulièrement évolué, hein, je ne sais pas si c'est un marché qui est totalement mature, mais en tout cas, désormais, on dispose de vraiment un choix très vaste pour les différents usages et les différentes bourses des plongeurs. Sur le marché français aujourd'hui, là, les 3 grandes machines qui sont les plus représentées sont respectivement celles que vous allez voir tout à gauche, qui sont le Revo avec le capot jaune et le Gigi, une machine aussi historique qui a eu la part belle avec les aventures et les expéditions de Laurent Balesta, c'est l'inspiration, qui est le premier recycleur électronique qui a été commercialisé largement dans le monde et qui aujourd'hui a plus de 20 ans d'existence sur le marché, qui est fabriqué par la marque AP Diving en Angleterre. Et donc ça fait partie des machines incontournables sur le marché. Alors, on est sur des tarifs qui vont osciller sur le marché de l'occasion entre 3 000 et ensuite 10 000 12 000 pour les machines, des machines neuves. Mais globalement, ce sont des machines qui ont toutes la même fonction et qui fonctionnent toutes de la même façon.
Après, vous avez en haut à droite le Triton qui a fait son apparition il y a quelques années déjà sur le marché, qui est une machine extrêmement intéressante, qui est extrêmement versatile et qui permet de s'adapter à plein d'usages différents. C'est une machine qui est particulièrement plébiscitée d'ailleurs dans le domaine de la plongée souterraine et qui est une machine que l'on va rajouter souvent à des configurations de circuit ouvert et qui permet de pas trop changer ses habitudes de plongeur circuit ouvert et sur laquelle on va plugger quasiment du plug and play le recycleur, soit une configuration side mount pour les plongeurs qui aiment bien cette configuration ou des configurations dorsales en mono ou bibouteille. D'ailleurs, je me permets juste de revenir sur le point de la flottabilité, parce que j'ai retrouvé la séquence que nous avions tournée en 360, et c'était juste pour illustrer justement cet effet de flotta. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, on est avec une caméra à 360, et c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place avec Nicolas, pour pouvoir vraiment faire des debriefs encore plus poussés. Et là, vous voyez justement, il a mis une certaine quantité de gaz dans la bouteille, et cette bouteille, lorsque nous on a le bon volume dans notre gilet, ça va nous permettre d'être dans cet état-là, et on va être sur une variation d'une dizaine de centimètres. Si on monte de 10 centimètres, la montée va être exponentielle, et inversement en descente, parce que la quantité d'air reste constante. Absolument, là cette image elle permet d'illustrer le degré de précision que l'on recherche en recycleur. C'est que quand on a trouvé les justes volumes qui permettent de se stabiliser, de trouver le point de neutralité, poussée d'Archimède de 0 dans l'eau, et effectivement on va l'affiner subtilement en jouant sur la loi de Mariotte, en faisant monter ou descendre l'entité, en dilatant ou au contraire en comprimant le gaz et obtenir la flottabilité neutre parfaite. Merci Nicolas. Et j'en profite aussi, et après on va passer sur la slide suivante, mais pour vous teaser un petit peu les futures émissions. Le but de ce qu'on est en train de faire avec Nicolas, ça va être vraiment un rendez-vous mensuel, et on a déjà commencé à faire quelques petites images, et je me permets juste de vous montrer une toute petite séquence où justement on est en train, là, voyez-vous, de préparer. Là, il y a moi aussi qui met de la lumière, mais on vous montrera. On fera des émissions dédiées aux différentes machines que vous pouvez essayer chez Tech Marseille, et notamment essayer en baptême. Et ce seront des émissions dédiées. Il y aura une émission dédiée au Gigi, une émission dédiée au Revo, une émission dédiée au choix des recycleurs. Ce sont tout un tas de sujets qu'on va développer, et on a vraiment essayé de faire ça de façon propre, avec une bonne qualité. Promis, il n'y aura pas le gros carré rectangle noir pour toutes les prochaines émissions. Il va dégager. Mais c'est ce que l'on fera dans les émissions à venir, et je te remercie à nouveau de lancer ça, parce que je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et puis au-delà de s'amuser, moi ça me fait aussi très plaisir de pouvoir partager avec la communauté française des plongeurs, parce que c'est une communauté qu'on veut voir grandir, et aujourd'hui on va pas dire que des vérités, on va aussi des fois un peu faire part de nos marottes, de nos obsessions, mais l'idée c'est aussi de partager avec passion tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a envie ensuite de voir se faire dans le domaine. Amen. Bon, on a carrément François qui parle de concept démentiel. Merci à toi François. François, c'est trop d'honneur, merci. Ouais, t'as raison, on pourrait faire même des lives sur comment entretenir du matériel. Ça, c'est déjà quelque chose que je dois faire sur le propre matériel récréatif. Alors oui, Phil, le gros rectangle noir, je suis désolé, normalement il devait y avoir le chat de YouTube qui était censé apparaître là pour avoir une meilleure interactivité et plus de confort au niveau des replays, parce que les replays seront postés sur le YouTube de Plongée Tech Marseille, et je vous invite à aller le suivre. Et malheureusement, j'ai un problème technique en ce moment, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le live n'apparaît pas, et j'ai pas réussi à solutionner ça en live. Du coup, soit il y aura pas de chat du tout, soit je trouverai une solution pour le prochain. En tout cas, le gros 4 que vous voyez là va disparaître, promis. Et vous pouvez aller sur la chaîne de Plongée Tech Marseille pour voir tous les replays. Maintenant, on va parler d'un sujet un petit peu plus compliqué, qui fait aussi partie des raisons pour lesquelles c'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est parce que le CCR amène d'autres types d'accidentologie qu'on n'a pas forcément ou pas de la même façon dans le circuit ouvert. Absolument. Alors,
Depuis tout à l'heure, on fait la part belle au recycleur en disant évidemment beaucoup de bien et j'en pense tellement de bien que il me faut aussi être un petit peu honnête intellectuellement pour parler des éventuels problèmes que le recycleur implique. Alors en recycleur, on n'est pas à l'abri de rencontrer des soucis. On n'est pas à l'abri de rencontrer tous les problèmes que l'on est susceptible de rencontrer en plongée en circuit ouvert déjà. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri des barotraumatismes, de l'essoufflement, tout ça, ça fait partie évidemment des problèmes. Mais à ça se rajoutent des problèmes qui sont nouveaux, qui sont très spécifiques aux recycleurs et les problèmes les plus fréquents qu'on est susceptible de rencontrer en recycleur sont essentiellement ce que l'on appelle les 3 H, l'hyperoxie, l'hypoxie et l'hypercapnie. L'hyperoxie et l'hypoxie sont des problématiques nouvelles qui sont vraiment propres aux recycleurs parce que dans un système en circuit ouvert, sauf dans des cas très spécifiques, on n'a pas de raison de manquer d'oxygène et les situations d'hyperoxie ne sont souvent que à l'origine d'erreurs humaines. Dans le cas du recycleur, on n'est pas à l'abri d'un dysfonctionnement, bien que dernièrement les machines se sont considérablement améliorées et le degré de fiabilité est très important. Mais l'obsession du plongeur recycleur, ça va être toujours la prévention du risque hyperoxique et hypoxique, parce que ces deux situations d'incident ont ça en commun que physiologiquement, elles ne préviennent pas. Et que si elles se déclaraient, la plupart du temps, elles finissent pour être létales. Après, ceci dit, éviter ces risques, c'est quand même relativement simple. Si on devait résumer grossièrement, le recycleur a toujours la réputation, a longtemps, j'espère que ça n'est plus le cas, a longtemps eu la réputation d'être une pratique dangereuse. Ce qui est dangereux dans le recycleur, c'est de faire ça avec un esprit de poète et un esprit trop léger qui serait celui d'un plongeur qui ne prendrait pas toutes les précautions d'usage en la matière. Et pendant longtemps, le recycleur a souffert de quelques accidents qui lui ont valu une mauvaise réputation. Mais pourquoi ? Souvent parce que, bien que le matériel était en train de se développer, beaucoup de plongeurs ont évolué avec la fleur au fusil et avec les mêmes pratiques que les mauvaises pratiques du circuit ouvert. Alors aujourd'hui, si on devait se pencher sur l'essentiel de l'accidentologie recycleur, quasiment 80% des accidents graves ou mortels en recycleur sont des hypoxies de surface, parce que le plongeur s'est mis à respirer sur une machine qui n'a pas été vérifiée ou avec des robinets qui n'ont pas été ouverts. Donc, pas bien compliqué d'éviter ces risques-là en prenant tout simplement la précaution de respecter rigoureusement cette checklist. Et si on fait ça, le risque zéro est quasiment total. Checklist qui d'ailleurs fera l'objet d'un contenu propre. Absolument. Yann, je rebondis immédiatement sur ta question parce que c'était la transition que je voulais faire. Et s'il y a effectivement dans l'accidentologie CTR une situation qui se reproduit assez régulièrement, c'est quand même l'OPI, donc l'œdème d'immersion, l'œdème aigu du poumon, qui se manifeste essentiellement, alors souvent chez des plongeurs qui ont un terrain cardiaque propice à ça, mais le recycleur, par rapport au circuit ouvert, imposera toujours un effort ventilatoire supérieur. Et donc le risque d'œdème du poumon augmente significativement en recycleur. Certaines machines sont plus propices que d'autres au risque d'œdème du poumon, mais essentiellement le risque d'œdème du poumon, sauf pour des physiologies très spécifiques, l'œdème du poumon consiste en une bonne qualité de pratique, et quand on a la précision technique qui va bien, le risque d'œdème du poumon peut quasiment être réduit à zéro. Et on peut aussi répondre à Mathis concernant les essoufflements. C'est vrai que l'essoufflement est beaucoup plus vite problématique en recycleur. Il faut sortir justement de la boucle pour pouvoir bien vider le CO2, je suppose. Alors absolument, l'essoufflement en recycleur, c'est une situation qu'on redoute assez parce qu'il faut bien partir du principe et bien comprendre le fonctionnement respectivement du circuit ouvert et du circuit fermé. En respiration en circuit ouvert, chaque expiration disparaît. Chaque gaz expiré part dans l'eau et disparaît en fumée, alors que dans un recycleur, chaque expiration va être retraitée, va être filtrée,
et va devoir faire l'objet d'une filtration, et la capacité de filtration d'un recycleur sera toujours inférieure à la capacité d'évacuation et d'élimination d'un étendard traditionnel. Donc évidemment que le risque de se retrouver dans une situation où la machine va se retrouver dans les cordes, acculée, et où vous allez avoir une saturation du mécanisme de filtration peut arriver, et auquel cas il est quasiment pas possible de rattraper une situation d'essoufflement sur un recycleur, et auquel cas, effectivement, la parade systématique, c'est de passer sur bailout. Alors, il y a beaucoup de questions justement sur les contre-indications ou par rapport au FOP. Est-ce que tu les vois? Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Alors, le FOP, d'abord, il faut bien se rappeler que c'est pas un accident. Le FOP, c'est une caractéristique physiologique qui concerne un tiers d'entre nous. Je crois même moi-même que j'en ai un. Le FOP, c'est une perméabilité entre les deux oreillettes cardiaques qui produit par cette perméabilité potentiellement des communications de gaz entre le gaz qui revient du système veineux et celui qui repart vers le circuit artériel. Bon, en recycleur, globalement, ceux qui souffrent de FOP et qui sont susceptibles de déclencher pour des FOP très avancés des accidents de désaturation sont évidemment plus en sécurité en recycleur, parce que vous allez vous retrouver à respirer un gaz qui va minimiser le risque d'accident de désaturation. Pour autant, dans certaines circonstances, les machines qui pourraient nous imposer des efforts expiratoires supérieurs auraient tendance à aggraver le phénomène de FOP, même si c'est vraiment à la marge. Donc globalement, dans des situations de FOP, le recycleur est plus indiqué parce qu'il réduit le risque d'accident de désaturation. On va aller sur la suivante, parce qu'on parle justement des accidents, et c'est le concept que tu avais abordé dès le départ, le what if. Absolument. Et juste avant qu'on parle du what if, vu qu'on se rapproche des 11h, on tient quand même depuis le début du live plus de 100 spectateurs, on est allé jusqu'à 130. Moi, je voudrais vous rappeler aussi que en marge de ce live, il y aura une offre particulière pour les baptêmes de recycleurs. Donc, je vous invite à aller sur le site de Nicolas. L'idée, ce qu'on voulait proposer avec Nicolas pour tester, c'était une offre de groupe quand on avait 4 personnes qui feraient justement un baptême de recycleur avec une unité au choix entre différentes options. Donc on en parlera justement en privé. Vous pourriez avoir un prix inférieur à celui indiqué sur le site internet, à savoir 250 € pour si on regroupe 4 personnes, si vous arrivez à vous arranger dans les dates. Je me permets de dire ça maintenant et pas complètement à la fin, parce qu'il se rapproche de 11h et il faudrait que le maximum de personnes aient cette information. Oui, bon. Et... Si tu permets... Oui, je t'en prie. Si tu permets, Kevin, je poursuis sur la problématique qui est évoquée là sur la diapo en cours, à savoir la problématique des what if, qu'on appelle également les cas non conformes. Les what if, c'est une culture de la maîtrise des risques qui se fait dans bien des domaines. C'est évidemment une religion dans le domaine de l'aéronautique, c'est aussi dans bien des domaines comme le nucléaire, des éléments qui sont particulièrement utilisés et que nous on a repris à notre compte en plongée, qui consiste essentiellement à réfléchir systématiquement en amont aux réactions que l'on devrait avoir en situation de situation anormale, en cas d'incident, pour ne pas avoir à improviser de solutions, parce que comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, la question du recycleur est une question qui est quand même relativement complexe. On ne peut pas nécessairement réussir à se sortir facilement et à imaginer des solutions à tous les problèmes rencontrés, surtout quand on les découvre pour la première fois. Donc l'apprentissage du recycleur est indissociable de la maîtrise de ce que l'on appelle les what if, c'est-à-dire une réflexion préalable, une projection dans le futur et la rédaction de procédures à des situations d'incidents qui auraient été anticipées en amont, pour finalement toujours sortir en parfaite sécurité des plongées qui sont réalisées. Je pense qu'après on fera une émission où on ira en détail de chaque point, mais oui, la logique. Après, c'est quelque chose que je découvre aussi en circuit ouvert. Ça s'applique à n'importe quelle pratique. De toute façon, on est devenu assez exclusif sur la pratique, mais on
on considère cette démarche intellectuelle indissociable de la pratique de la plongée. Quand on pratique la plongée sous-marine, on se retrouve à évoluer dans un environnement qui n'est absolument pas le nôtre, dans lequel on est à peine toléré, et on se doit de faire preuve de la plus grande des humilités en évoluant dans cet environnement. Et à ce titre, on s'oblige en tout cas à imaginer un certain nombre de scénarios catastrophes pour être préparé si la situation devait un jour se produire. J'en profite justement pour vous parler du What If. Moi, j'en ai entendu parler chez toi, Nico, justement dans une des formations N3 que j'étais en train de suivre, ou non, Nitrox avancé. En Nitrox avancé, et c'est dans ce contexte-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être déclinable. Il y a juste une question sur l'accidentologie. Je voudrais revenir non, c'était pas Roman. C'était... Est-ce qu'il y a une visite médicale spécifique pour le recycleur ou est-ce qu'on est sur les mêmes contraintes médicales que le circuit ouvert? Non, actuellement, la réglementation impose pas de visite médicale spécifique, à l'exception de ceux qui vont évoluer sur de la plongée hypoxique. Et donc ensuite, on l'a mentionné, en cas d'essoufflement, j'avais parlé de sortir de la boucle. J'ai peut-être pris un petit raccourci sur le sujet qu'on allait aborder ensuite. Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir de la boucle? Et est-ce que tu peux nous parler du bail-out qui est un petit peu le compagnon de tout plongeur recycleur? Voilà, absolument. Le bail-out, c'est l'élément indissociable du plongeur recycleur. Tout simplement parce que c'est un peu notre ADN premier. Alors, les premiers plongeurs recycleurs qui ont évolué dans la pratique, au début, n'avaient pas de bail-out. Et le bail-out, donc c'est ce qu'on voit sur cette image, ce sont les bouteilles latérales, donc la bonne vieille bonbonne en circuit ouvert qu'on emporte avec soi, qui a pour fonction, donc bail-out en anglais c'est l'échappatoire, qui permet de sortir d'une situation d'incident avec le recycleur et de disposer d'une ressource en circuit ouvert qui nous permet de regagner la surface. Et c'est justement l'art du bail-out, c'est de réussir à trouver le bail-out du bon volume, de la bonne composition, ou alors les couples de bail-out associés qui sont adaptés à la plongée. Et c'est finalement, pour répondre à la question tout à l'heure à laquelle j'avais répondu concernant l'autonomie de la machine, la vraie autonomie de la machine, en réalité, c'est la ressource en bail-out. Et on va toujours avoir se fixer des limites dans la démesure de la machine, dans l'autonomie démesurée de la machine, en utilisant des bail-out spécifiques. Et quand on a des bail-out spécifiques, on va finalement réussir à se fixer des limites dans notre capacité, dans notre autonomie en recycleur. En fait, la façon dont moi je le comprends, c'est ce qui va limiter la plongée, c'est la quantité de gaz que tu vas devoir prendre au cas où tu aurais un problème sur ton unité de recycleur et où tu devrais en sortir. Absolument. C'est notre parachute. C'est notre parachute de secours. Et le parachute de secours se doit d'être à peu près aussi gros que le parachute principal pour qu'on soit sûr, si le parachute principal lâche, que le secours soit capable de nous ramener sur la terre ferme. Est-ce que c'est clair pour vous dans le chat? Est-ce que vous avez des questions? Là, on arrive sur la fin de la slate et on arrive aussi sur la fin de ce live parce qu'il commence à être un peu tard. On va quand même encore aborder le ICCR en action. Le ICCR en action. Moi, j'ai une question de François qui d'ailleurs devrait aussi interpeller d'autres personnes. Moi, je crois connaître la réponse. Tu as vu la question de François, le bail-out ne peut pas être... Oui, je la vois très bien. La question de François, alors le bail-out ne peut pas être le diluant. Alors parfois oui, sur certains recycleurs, c'est souvent d'ailleurs même la norme. C'est dans le cadre du recycleur Triton par exemple, qui est un recycleur ventral. Souvent on utilise le bail-out comme diluant. Alors ça peut se faire. Sur la plupart des recycleurs dorsaux, le bail-out est systématiquement dissocié en revanche. Le Triton, c'est celui que je montre là en bleu. Absolument. Ici, c'est le petit ventral. Et sur la plupart des recycleurs, comme on dispose de volumes qui sont seulement de 3 litres, vous imaginez l'autonomie que cela pourrait offrir à haute profondeur, même à des profondeurs raisonnables, ça donne vraiment pas la possibilité d'assurer une remontée. D'accord. Est-ce que vous avez votre réponse? Alors Philippe pose la question de est-ce que le bail-out c'est uniquement le secours ultime? Alors c'est vrai que c'est le secours ultime parce que justement à l'issue d'une formation recycleur bien faite, on va se rendre compte que des situations d'incident avec le recycleur, il peut y en avoir de différents types et toutes les situations d'incident ne vont pas forcément se résoudre avec le bail-out. Parfois c'est une situation qui peut être un entre-deux et où on peut avoir une solution plus subtile, plus élégante qui va nous permettre de rester sur la boucle et de réparer l'avarie et de poursuivre. Mais dans tous les cas,
si on rencontrait les pires problèmes, et les pires problèmes, c'est essentiellement quand la machine se retrouve noyée, c'est-à-dire que tout le circuit respiratoire se retrouve plein d'eau, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de finir l'intégralité de la remontée sur le bail-out. Et ensuite, donc le ICCR. Là. Alors, cette image, c'est ni plus ni moins que ce que tu avais eu l'occasion de nous montrer au tout début de la présentation. C'est cette plongée sur l'épave du Titanic, une épave qui nous est très chère, donc qui est au large de Cassis, donc dans le parc national des Calanques. C'est ce tumulus d'amphore à 101 mètres de profondeur sur lequel on va régulièrement plonger et sur lequel on va évidemment systématiquement évoluer en recycleur pour ne rien te cacher, même si le trimix en circuit ouvert a longtemps été pratiqué. Désormais chez nous, on ne pratique plus de plongée au-delà de 80 mètres autrement qu'en recycleur. Pour des raisons économiques dues au coût de l'hélium actuellement ou pour des raisons... Ah oui, je me permets juste un petit peu de vulgarisation. Donc le trimix, on va pas rentrer trop dans les détails, mais de ce que j'en sais, peut-être que Nico va me reprendre. Lorsque l'on veut aller profond et ne pas être trop saoul par l'azote et ne pas rentrer dans la zone de toxicité de l'oxygène, on va rajouter un troisième gaz, d'où trimix. Et ce qu'on utilise le plus couramment, ça va être de l'hélium. Et donc, on va rajouter une quantité de gaz suffisante pour diminuer notre pression partielle d'O2 et notre pression partielle d'azote pour nous permettre d'aller plus profond tout en étant peut-être un peu moins saoul. Et cet hélium qui est utilisé dans le trimix est de plus en plus cher, je crois. Absolument. Alors c'est essentiellement ça, mais alors il y a quand même d'autres raisons à ça. C'est vrai qu'effectivement ces dernières années, là depuis notamment le conflit en Ukraine, les tarifs de l'hélium ont quasiment doublé, donc on a été obligé de trouver des solutions. Mais c'est surtout aussi une question de confort et de sécurité. Hein. C'est que entre une plongée en recycleur et une plongée en circuit ouvert, si demain à un moment donné je me retrouvais dans une situation en plongée qui m'imposait de devoir passer 1 heure de plus sous l'eau, mon recycleur me permettra toujours de le faire. Mon scaphandre en circuit ouvert ne me permet pas de faire ça. Et donc, il en va simplement de la sécurité et de l'optimisation entre le temps passé au fond et les temps de palier. Alors, il y a plein de questions très intéressantes qui viennent d'être posées et je me permets d'y répondre. Vas-y, je t'en prie, prends le Il y a une question qui a été posée sur la profondeur max d'utilisation à l'air du recycleur et qui revient à une question qu'on avait posée tout à l'heure. Pourquoi 40 mètres ? Le recycleur, en diluant air, est limité à la profondeur de 40 mètres. Et donc, il n'est pas indiqué de plonger à 60 mètres de profondeur en recycleur comme on pourrait le faire en circuit ouvert. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme avec un recycleur, vous allez plonger à pression partielle d'oxygène constante, et qu'en circuit ouvert, vous vous retrouvez avec des pressions partielles d'oxygène et d'azote qui sont variables avec la profondeur, la pression partielle d'oxygène étant constante, par la force des choses, en dépassant une certaine profondeur avec un recycleur diluant air, vous allez forcément vous retrouver avec un mélange qui va devenir à un moment donné urazoté par rapport au mélange que vous auriez par rapport à un système en circuit ouvert. Donc, par la force des choses et la profondeur exacte à laquelle les courbes de ppN2 vont se croiser en recycleur, c'est 52 mètres. Donc, si vous dépassez 52 mètres avec un recycleur, vous vous retrouvez avec un mélange à respirer qui devient plus narcotique si vous restez à l'air. Et c'est pourquoi on va préférer des mélanges à base de trimix après. La deuxième explication pour répondre à cette question, c'est qu'on se limite à 40 mètres de profondeur, parce qu'à 40 mètres de profondeur, si on avait besoin de réaliser des opérations de rinçage sur la machine, qui consistent essentiellement à nettoyer le circuit respiratoire en y mettant de l'air dedans pour retomber sur nos pattes et revenir à la normale, à 40 mètres de profondeur, ça nous permet de retomber à des pressions partielles d'oxygène de 1, de la valeur de 1 qui permet rapidement de se retrouver sur un mélange qui est facile à respirer et qui ne présente pas de risque ni hyperoxique ni hypoxique. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis ? Est-ce que les explications de Nico étaient claires ? Et pour répondre à la question de Alexis, effectivement, le bail-out, c'est ni plus ni moins qu'une bouteille en circuit ouvert qui permet de regagner la surface quand le recycleur ne marche pas. C'est un parachute. T'as un problème et ton bail-out est proportionnel à l'engagement de ta plongée. Exactement. Bon, on a Sochi qui nous dit que c'est super intéressant. Sochi d'ailleurs qui est un de nos modérateurs. On en profite pour remercier Sochi, Matteo et Sekiro qui sont les personnes qui sont aussi derrière la régie et qui m'aident et qui nous aident à mettre en place ce live. Donc
et Mathis qui a hâte pour l'initiation. Justement, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'ICCR ou est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'initiation aussi, de comment ça se passe, quels sont les prérequis? Alors là, je peux vous dire un mot sur le ICCR parce qu'en fait, c'est pas Mhm. bien long et ça répond aussi à une question qui a été posée juste avant dans Parfait. le chat, à savoir qu'est-ce que c'est que le MCCR. Là, depuis tout à l'heure, on parle essentiellement de ICCR et de CCR. Le CCR, c'est l'acronyme en anglais pour dire circuit fermé, recycleur à circuit fermé, donc Closed Circuit Rebreather. Et la petite lettre E veut dire électronique, c'est-à-dire circuit fermé à gestion électronique. Et donc la plupart des recycleurs qui sont utilisés aujourd'hui sur le marché sont des ICCR. Quasiment tous ceux qu'on a vus sont des ICCR. Ça veut dire que la machine, elle a pour fonction de réguler de manière autonome une pression partielle à l'intérieur du circuit à travers un circuit d'analyse. Donc elle a un système d'analyse avec des sondes à oxygène qui va analyser quelle est la fraction d'oxygène. Et dès que la valeur d'oxygène va tomber en dessous d'une valeur cible, on a une électrovanne, ce qu'on appelle le solénoïde, qui va injecter de l'oxygène pour maintenir la pression partielle d'oxygène constante à l'intérieur de la machine. Et ça, c'est le propre du ICCR. Parallèlement à ça, le MCCR, donc le recycleur mécanique, fonctionne de la même façon, si ce n'est qu'on n'a pas de système asservi, de système automatique qui va assurer l'injection d'oxygène. Et auquel cas, quand on n'a pas de système automatique, le travail il se fait manuellement. C'est le plongeur, c'est la vigilance du plongeur qui observe son ordinateur, qui analyse visuellement sa PPO2, qui va ensuite tout simplement appuyer sur un bouton pour maintenir constante de manière consciente la pression partielle et maintenir un niveau optimisé d'oxygène dans la machine. Pour moi, c'est très clair. On va en profiter aussi pour répondre à une question qui a été posée 2 fois. Je sais pas par la même personne, mais en tout cas, elle est sortie 2 fois. C'est Oui. pourquoi les CCR ne sont pas standardisés et pourquoi chaque recycleur a sa formation propre. Alors, la pratique du recycleur, il ne faut pas se mentir, elle est quasiment standardisée parce que un bon plongeur recycleur va pouvoir très facilement passer d'un recycleur à l'autre parce que la technique de gestion de la flottabilité sous l'eau ou la technique de pilotage de la PPO2 va être quasiment la même. Le principe de fonctionnement est quasiment le même. Ce qui va être différent, ce sont essentiellement la technique de montage, la technique d'assemblage, la technique de vérification et ensuite l'application des wattifs sous l'eau. C'est-à-dire que chaque machine ne va pas se piloter exactement de la même façon. Certains gestes techniques comme le passage bail-out, comme le rinçage, comme l'injection ne va pas se faire exactement de la même façon. Donc il peut y avoir des variantes et donc ça permet... Quand on fait une formation initiale en recycleur, c'est une formation en général qui dure 4 à 5 jours. Et quand vous voulez passer d'une machine à l'autre, vous allez être formé par l'intermédiaire d'une formation de type crossover, donc une formation allégée, une passerelle, qui va non pas être de 4 ou 5 jours, mais en général de 3 jours. Et cette formation, elle a 2 objectifs. Premièrement, apprendre toutes les spécificités de montage de la nouvelle machine, connaître les nouveaux gestes techniques et ne nous mentons pas parce que là, la statistique est sans appel. Elle permet de revenir sur toutes les mauvaises habitudes qui ont pu être prises dans la pratique de la machine précédemment. Et moi, je vois ça quotidiennement, c'est que tous les plongeurs qui ont été formés sur une machine, et je le vois aussi quand on atteint la période de formation pour passer au trimix, il y a toujours un temps entre la formation initiale et les formations suivantes. Il y a toujours des mauvais plis qui sont pris. Donc l'objectif d'un crossover, c'est aussi de corriger et de retomber sur une pratique qui soit plus efficace. On a une question très pertinente de Romain auquel on va répondre, mais moi je voudrais aller un tout petit peu plus dans le détail sur quels sont en termes d'heures, parce que je crois qu'avec le recycleur, on va pas compter en termes de nombre de plongées, mais plus en termes d'heures sur des machines. Pour moi, il y a le niveau à 40 mètres et après tu vas avoir différents niveaux en fonction Absolument. de la quantité d'O2 que tu vas pouvoir... Alors, c'est pas exactement sur la quantité d'O2, mais essentiellement, en recycleur, il existe 3 niveaux. Et d'abord, ça amène à parler de quels sont les niveaux qu'il faut avoir préalablement pour démarrer une formation recycleur. Quand on veut se lancer dans une formation recycleur qualifiante, certifiante, on se doit d'être à minima plongeur autonome niveau 3 et disposer d'une qualification nitrox confirmée qui atteste du fait qu'on a un peu d'affinité déjà avec la notion des pressions partielles. Une fois qu'on a fait ça... Pour la formation, pas pour le baptême. Pas pour le baptême, je parle pour la formation. Pour un baptême, un niveau 2 avec une qualification nitrox élémentaire peut parfaitement faire l'affaire. Ensuite, une fois qu'on a suivi la première étape, qui est la formation recycleur diluant air,
ça nous permet d'accéder à l'espace des 40 mètres de profondeur, donc c'est ce qu'on vient d'indiquer, et on peut évoluer de manière totalement autonome avec la possibilité de réaliser des paliers à cette profondeur-là. Pour les plongeurs qui veulent aller ensuite au-delà, pour la plongée au-delà de 40 mètres, et donc dans la limite des 60-70 mètres, on a un premier niveau qui est la formation Trimix normoxique. Et pour pouvoir accéder à cette formation, il faut impérativement, et ça c'est un standard, il faut absolument disposer, avoir réalisé 50 heures de pratique, un minimum de 50 heures de pratique, avant de pouvoir participer à la formation Trimix normoxique. Et par ailleurs, une fois qu'on a ensuite pratiqué idéalement une vingtaine, une trentaine d'heures en trimix normoxique, donc dans la zone 50-70 mètres, après on peut accéder à la dernière étape de formation, qui est le niveau ultime quasiment en plongée, qui est la formation trimix hypoxique. Et la formation trimix hypoxique, c'est celle qui permet d'accéder à la zone profonde, donc de 70 à 120 mètres de profondeur. Et qui est la profondeur que tu es en train de montrer à l'écran. Ouais, et ça, c'était avec ces images. Moi. Voilà, c'était ma toute première plongée sur l'épave du Titanic à l'époque. J'avais un recycleur Inspiration sur le dos et c'était à cette occasion-là qu'on a été les premiers à plonger sur cette épave du Titanic à 101 mètres de profondeur. Incroyable ces images. Je m'en remets toujours pas. On a eu beaucoup d'autres petites questions, si tu veux t'y arrêter. Notamment au sujet des DTR-LV qui remettent un peu en question. Alors, je vais essayer de répondre à Romain si tu as vu la question. Et, oui, je vois. Je vais essayer d'y répondre de ce que j'en ai compris. Comme ça, peut-être aussi, ça fait partie du jeu, tu me reprends. Oui, si tu as des DTR-LV, il va falloir amener des blocs avec toi. Mais un des gros intérêts du recycleur, justement, c'est que la quantité de blocs que... Non, en fait, non, je vais dire une bêtise. Je préfère que tu lui répondes. Alors, il y a deux façons de raisonner par rapport à ça, et ça serait un peu le même raisonnement en circuit ouvert. Quand on est plongeur, si on est plongeur, on va dire plongeur explorateur, on peut se poser la question en raisonnant par rapport aux bouteilles qu'on a dans son garage. J'ai dans mon garage un 7 litres et un 11 litres comme bloc de déco, comme bailout. Et par rapport à ces bouteilles, je vais me dire voilà quelle est la limite que je ne dois pas dépasser. Et c'est souvent le raisonnement de 98% des plongeurs. Ils ont des bouteilles à la maison et par rapport à ces bouteilles, ils vont déterminer les limites à ne pas dépasser. Et donc Romain, pour te répondre, ils ne vont jamais atteindre une DTR trop élevée qu'ils ne seraient pas capables d'affronter avec leur bailout. Après, à l'inverse, pour des plongeurs beaucoup plus aventuriers qui auraient des objectifs très précis, dans ce cas, on va plutôt raisonner à l'inverse en se disant moi je veux évoluer tant de temps sur telle épave parce que j'ai un objectif de travail qui est très précis et ça m'impose de passer peut-être, 22 minutes de plongée à 100 mètres de profondeur, auquel cas, il me faut tant de bailouts pour pouvoir sortir s'il m'arrivait le pire problème au pire moment. Et c'est un raisonnement à l'inverse et dans ce cas-là, on va effectivement choisir d'emporter des grosses quantités de bailouts et effectivement dans ces cas-là, on va retomber sur les travers qu'on a vus au début, à savoir transporter des quantités colossales de gaz et qui auront bien des inconvénients. Mais dans ces cas-là, je ne vous cache pas que la pratique très profonde du recycleur, et quand on se retrouve à transporter beaucoup de bouteilles, on ne s'amuse jamais à transporter ça et à se déplacer à la pale, mais on va toujours utiliser des scooters sous-marins, des tracteurs qui vont nous permettre de mettre en mouvement tout ce volume de matériel. Les fameux scooters sous-marins interdits dans les calanques parce que c'est écrit scooter. Absolument. Est-ce que j'ai raté d'autres questions? Alors... il y a une question de Yann, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un PTH 70. Alors, si jamais tu me dis que tu ne sais pas ce qu'est un PTH 70... Je suis fatigué. PTH 70, c'est des tailles de blocs. Ok, excusez-moi. Pas du tout, Kevin. PTH 70, ce sont des aptitudes du code du sport. Dans lequel tu es plongé en ce moment. On parlera de ça demain matin si tu n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce qu'il y a le responsable régional dans le chat en ce moment? Non,
le PTH 70 et 120 sont des aptitudes qui sont définies dans le code du sport, qui donnent la liberté au directeur de plongée de pouvoir fixer les espaces d'évolution des plongeurs. Alors c'est absolument pas obsolète, c'est de cette façon-là qu'on détermine la capacité des plongeurs à évoluer à telle ou telle profondeur. Dans le cadre des formations, en général, les formations permettent d'évoluer à l'une ou à l'autre. Après, je vous cache pas que nous, en tant que directeur de plongée, parfois, au regard de l'efficacité et de la technique effective des plongeurs, on est susceptible des fois de réduire leurs aptitudes pour ne pas les laisser évoluer à des profondeurs auxquelles ils ne sont pas capables d'évoluer. Très bien. Et pour te répondre, Elie, concernant les recycleurs bricolés maison, alors bricolés maison, il y a certains recycleurs qui ne sont pas forcément en normes CO et qui sont transformés, mais parler de bricolage, c'est peut-être un petit peu réducteur, non? Qu'en penses-tu? Alors, si on devait parler de recycleurs homemade, ça fait plus classe peut-être en anglais pour le dire comme ça. Le principe du recycleur, je vous l'ai dit au tout début de la présentation, c'est un vulgaire sac en plastique. Donc selon l'usage, on peut fabriquer un recycleur quasiment avec tout et n'importe quoi. Après, en fonction du degré d'ergonomie recherché, c'est sûr qu'un système tout intégré avec un harnais bien ficelé, c'est évidemment plus conforme et bien plus pratique à utiliser. Après, réglementairement, on ne va pas se mentir, nous dans les structures professionnelles, on est soumis de respecter la réglementation, et la réglementation dit qu'il faut qu'un recycleur soit normé pour pouvoir plonger. Donc s'il n'est pas normé, on ne peut pas. Après, il y a des plongeurs extrêmement compétents qui ont atteint des profondeurs absolument démentielles avec des recycleurs dits maison, fabriqués avec du PVC, avec des matériaux peut-être moins nobles, mais qui ont des conceptions qui sont parfaitement efficaces. Et donc, pourquoi pas. Après, il faut une fois de plus que ce soit conforme à l'usage, et surtout que le cerveau du plongeur qui l'utilise soit assez fonctionnel. Je me souviens d'un plongeur qui avait mis un autocollant qui était assez parlant sur son recycleur, indiquant que sa machine n'avait pas de cerveau et qu'il fallait nécessairement utiliser le sien pour bien s'en servir. Bon, Mathis qui nous parle pour le coup des jockeys, oui, par exemple. C'est une bonne fin, je trouve. Machine n'a pas forcément de cerveau. Je te remercie, Nicolas. Mais je t'en prie. Je voudrais revenir sur ce qu'on voudrait vous proposer maintenant, parce que moi je fais nous faisons ça aussi pour vous amener découvrir la plongée technique et la plongée en recycleur. Et donc chacun de ces lives aura une thématique propre et avec l'idée de vous faire découvrir une pratique. Et là, ce serait pour le recycleur. Est-ce que dans le chat, ça vous a donné envie de faire éventuellement des baptêmes de recycleurs? Et je voudrais qu'on vous dise que nous, on peut mettre les choses en place pour faire ces baptêmes. Quelle unité est-ce que tu as justement en baptême de recycleur, Nicolas? Peut-être que ça pourra en intéresser certains de tester de nouvelles unités. Alors, au sein de la structure, donc chez Plongée Tech Marseille, moi actuellement, je suis en mesure de former et donc d'initier sur un certain nombre de machines. Essentiellement, on forme les plongeurs et on les initie à l'utilisation du recycleur Revo et JJCCR. Donc, si tu reviens sur la diapo des différents types de machines, on est aussi évidemment formateur et on peut faire découvrir le recycleur Inspiration, donc la petite boîte jaune, le Shark en bas à droite, ainsi que le recycleur Triton en haut à droite. Donc c'est quasiment une offre qui est représentative de 95% des machines du marché, et donc c'est des machines que nous on utilise déjà depuis de très nombreuses années, sur lesquelles on a quand même pas mal de retours et d'expertise, donc on est capable de vous faire goûter ça et apprécier ça dans les meilleures conditions. Le Gigi, par exemple, c'est celui-là, vous voyez, c'est la préparation du Gigi, on est sur cette unité-là. Qui est un recycleur dorsal de fabrication danoise. Moi, il y avait on va pas tous vous les montrer, mais sachez qu'on a déjà prévu plusieurs émissions avec notamment un Triton et un Revo. Moi, c'est le Triton qui m'a toujours fait rêver parce qu'il a son côté hyper compact. Qui parmi vous, justement, pourrait être intéressé et sur quelle unité?
Et pour justement participer à ces baptêmes, vous pouvez passer par le site internet de Plongée Tech Marseille. Ce qui était très important pour moi surtout, c'était vraiment de mettre en marche ce projet, cette radiothèque, et on va affiner ne serait-ce que le design ou les offres, mais l'idée c'est vraiment de vous proposer du contenu qui manque, je trouve, sur internet. Je voudrais un petit peu votre avis d'ailleurs sur le chat, et est-ce que ça vous intéresse du coup de faire ces baptèmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'en profite moi pour répondre à la question de Romain, qui est une question qui est très importante. À quel moment est-ce qu'il faut faire sa formation? Le meilleur moment pour faire sa formation, c'est celui qui permet au décours de la formation de pratiquer. Ce qui est dommage, et ça va pas forcément c'est pas dans mon intérêt de le dire, mais moi mon intérêt ça serait de vendre des formations à l'appel, mais moi ce qui m'intéresse c'est ensuite de voir des plongeurs pratiquer. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Donc pour être un plongeur recycleur efficace, il faut faire sa formation et pratiquer directement après sa formation. C'est la plus sûre façon de consolider tout ce qui a été intégré comme apprentissage. Donc, à la limite, peu importe le moment, il vaut évidemment mieux éviter de faire sa formation courant décembre, quand on habite dans un endroit où la plongée devient impraticable pendant quelques mois, pour continuer à maintenir sa formation. Mais le début de saison est toujours la période la plus propice, parce que c'est celle qui vous permet ensuite de mettre en œuvre tout ce que vous avez appris et de développer vos compétences le plus vite possible. Parce que, à l'inverse, si vous faites votre formation recycleur et que vous ne faites rien pendant 6 mois, au bout de 6 mois, il n'en reste pas grand-chose. Mmh. Donc faites-le si vous prévoyez, si vous pouvez plonger ensuite. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que le chat voudrait poser une dernière question? Là, il est 11h passé. Moi, j'en profite pour remercier tous les spectateurs. On est toujours à plus de 100 spectateurs simultanés. Donc, Nicolas, tu es un record personnel, sache-le. Tu es un record sur la chaîne. C'est un immense plaisir d'avoir pu partager avec toute la communauté francophone des plongeurs qui a pu se rendre dispo. Donc moi, tu sais, mon rapport à la virtualité et au réseau quel qu'il soit. Donc je vous remercie à tous de m'avoir peut-être aidé à renouer avec une autre façon de communiquer. Le plus important, est-ce que le chat, vous avez passé un bon moment? Et toi, Nicolas, est-ce que tu as passé un bon moment? C'est très important pour qu'on puisse faire les prochaines. Ouais, ça m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup apprécié l'exercice et la démarche. Donc oui, on remet ça quand tu veux. Super. Mais pas trop souvent quand même. Mensuel, un par mois. Mensuel. On va même essayer, là, vu que c'est le premier mardi du mois, peut-être tous les premiers mardis du mois, on verra. En tout cas, prouver. La logique, c'est qu'il y aura toujours moi qui t'accompagnerai au niveau de la production. Donc, on pourra développer des sujets sans que tu aies à t'occuper des 3 écrans là que j'ai sous les yeux et avoir la goutte de sueur parce que le fichier qui s'ouvrait il y a 1 heure, il s'ouvre plus. Oui, je comprends. Juste une dernière réponse là pour Florent. Oui, quelle fréquence de plongée pour se maintenir? C'est une très bonne question. Alors, c'est une très bonne question. On finit là-dessus, on se remercie tous ensuite. Oui, c'est une très bonne question. Ça pose aussi la question de est-ce qu'on peut pratiquer le recycleur si on en fait vraiment de manière très épisodique. Je pense qu'il y a une valeur un peu charnière à respecter. C'est que pour être un plongeur efficace pour soi, donc safe pour soi et pour les autres, il faut pratiquer, je pense, à minima 1 à 2 fois par mois pour entretenir les compétences. Le plongeur recycleur qui va pratiquer occasionnellement 1 à 2 fois par an aura forcément toutes les plus grandes difficultés du monde à maintenir ses compétences, et auquel cas il faudra toujours qu'il se plie à une petite plongée de reprise bien encadrée pour redémarrer dans les meilleures conditions et avoir à la fois du plaisir et rester en sécurité. Je pense que tu as très bien répondu à cette question. Moi, je vais partager maintenant là tout de suite 2 choses. Ça, c'est le site internet de Nicolas Sexic, Plongée Tech Marseille. Ce sera sur ce site où sera posté le replay la semaine prochaine, ou peut-être même un peu avant, mais va falloir que je trouve le temps. En tout cas, le replay va être posté et sur le site et sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder, vous abonner et liker et envoyer des commentaires un peu partout sur la chaîne YouTube de Plongée Tech Marseille. Et aussi, sur l'Instagram. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. 101 spectateurs, c'est génial.
Merci à vous d'avoir été là. Vous me donnez très envie de continuer. Je pense que c'est pareil pour Nicolas. On va lui laisser le mot de la fin et on va se quitter tranquillement en lisant vos remerciements. Sachez qu'il y a un écart à peu près d'1 minute entre le moment où vous nous entendez parler et nous, on voit vos commentaires. Du coup, vous pouvez déjà commencer à nous envoyer des gentils petits mots pour bien nous motiver pour le prochain. On va voir quel sujet Nicolas va vouloir développer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera de la tech et que l'on va apprendre plein de choses. Donc écoutez, moi pour ma part, je vous remercie à tous pour ce moment qui était très intéressant et très bienveillant. Alors je suis pas un spécialiste des réseaux, mais là, en tout cas c'était un moment qui était un moment de partage qui était très agréable et c'est assez fou que symboliquement on finisse cette plongée dans, à 101. Non pas cette fois-ci mètres de profondeur, mais 101 spectateurs. C'était l'image d'illustration de cette plongée sur le Titanic. Je serais honoré de pouvoir en amener certains d'entre vous un jour vivre cette expérience. Merci à vous, merci Nicolas. Au revoir. Merci à tous, excellente soirée.